Et merci d'être fidèle à ce podcast. Et oui, c'est un nouveau numéro de Librement Linux. C'est le seul podcast qui aborde les solutions open source, Linux, informatique et digital au travers de news, de billets et d'échanges en français dans le texte, s'il vous plaît. Et vous pouvez nous écouter sur le site mancast.fr et sur la chaîne de YouTube de Steve. Code promo 513V3. Je m'appelle Cédric et je suis accompagné justement de la team et notamment de Steve. Salut. Ah yeah, je suis prêt. Très bien. Il tient d'une maître de main son blog qui s'appelle numetopia.fr. C'est le Tux masqué. Salut. Il a coupé son micro. Salut. Et enfin, le community manager du Salon Matrix, c'est l'intervenant de qualité, s'il vous plaît, l'ami Linux. Salut. Bonsoir à tous. Et comme vous avez remarqué, le jingle n'est pas assez long. Il faudra que je le rallonge la prochaine fois. Bienvenue pour ce nouveau numéro de Librement Linux. Et rappelez-vous, Librement Linux, c'est au-delà de Windows. On va plus loin que Windows. Oui, vous verrez, il y a plein de choses au-delà de Windows. D'ailleurs, je voulais remercier Henrik du site Wave Beats Music qui nous permet d'avoir ce jingle et cette musique de fond. Vous verrez, il y aura plein de surprises dans les prochains numéros. Je voulais également parler un petit peu de copyright. Cet épisode est diffusé sous les conditions Creative Commons Attribution, c'est-à-dire vous devez citer la team Librement Linux. C'est la version 4.0 internationale, sauf évidemment les extraits musicaux, les bandes son externes et toutes les œuvres sonores non produites par l'équipe de Librement Linux. Voilà, et ben on va pouvoir commencer. Hein, vous êtes prêts? Ah ouais? Ouais. On est prêt. Allez. C'est parti. C'est parti pour le billet de la semaine. Non, c'est l'édito de l'ami Linux, une petite nouveauté dans cet épisode. C'est parti. Ben oui, effectivement. En fait, c'est parce que Steve, il manquait d'inspiration. Alors, il a commencé à me lire son texte, là. C'était une espèce de différence entre les pingouins et les manchots. C'était raciste. Alors, je lui ai dit... non, écoute, on peut pas parler de ce genre de sujet, c'est un peu trop sensible. On risque d'avoir des problèmes. Bref, c'était pas bon. Alors, j'ai proposé de faire le billet d'humeur. Et il séchait complet, donc j'ai essayé de le dépanner, de lui proposer des idées et tout. J'ai dit t'as qu'à parler des différents systèmes d'exploitation, des différents os et tout, mais non, ça allait pas. Donc, comme il séchait un peu... pour nous rendre service à tous, j'ai accepté de faire le billet d'humeur et puis justement de pas fâcher tout le monde. Car pour moi, il n'y a pas de différence entre les manchots. Nous sommes tous égaux, même si certains sont plus égaux que d'autres. Et voilà. Donc, j'ai mené ma petite enquête sur les différents manchots et leur système d'exploitation. Alors, je vous préviens, ça va pas être drôle, car l'objectif, c'est plutôt d'ouvrir à la réflexion et à la tolérance. Mais bon, faut dire ce qui est, Steve non plus, il est pas drôle, donc ça va rien changer. Voilà, ça va être comme d'habitude. Mais bon, comme l'humour, c'est une preuve d'intelligence et que je suis naturellement drôle, j'ai quand même fait quelques points d'humour, avec notamment quelques citations historiques que vous devriez reconnaître. Voilà, donc je vais commencer. C'est parti. Alors, c'est l'histoire d'un mec. Là, vous pouvez rire. C'est une phrase drôle, ça a été prouvé. Ah merde. Voilà. Ouais, donc montrez votre intelligence. Tu sais, c'est comme les humoristes, les imitateurs qui essayent d'imiter des gars et puis ils annoncent toujours qu'ils imitent au début. Alors, c'est l'histoire d'un mec. Alors, c'est Coluche, en fait. C'est l'histoire d'un mec. Oui, bon, d'accord. Merci. Ah tu vois, là, on reconnaît ton âge parce que effectivement, c'est lui. Moi, j'ai vu les citations, j'ai pris des citations, mais effectivement, c'était lui. Donc, c'était au siècle dernier, je crois. Enfin, bref. Voilà. Donc, là, je vais utiliser le comique de répétition. Je vais reprendre. C'est l'histoire d'un mec. C'est bien, Steve, tu vois, là, tu montres que t'es plus intelligent que la moyenne. Merci. Il utilisait Debian, mais attention, sans interface graphique. Alors je me suis demandé comment on pouvait en arriver à là.
Bon, en gros, c'est l'histoire d'une configuration Linux en mode serveur. C'est plutôt inintéressant. Je vais pas développer ça. Mais par contre, il a expliqué qu'il avait une fille et qu'il voulait lui apprendre Linux avant qu'elle aille au collège pour qu'elle puisse avoir le choix plus tard. Donc, bon, bien sûr, j'étais pas d'accord. Si tu laisses le choix aux enfants, ils vont finir par jouer à Fortnite. Et enfin bon, bref, un drôle d'oiseau. Nous n'étions pas d'accord, donc j'ai cherché un autre client. Et je suis tombé sur l'histoire d'un mystérieux manchot. Lui, il utilise Arch Linux avec une interface graphique i3. i3WM, donc Windows Manager. Attention, ça n'a rien à voir avec Microsoft. Hein. Mais voilà, donc lui, son objectif, c'est de ne pas utiliser de souris. Alors je lui ai dit, non mais attends, les souris, c'est fantastique, c'est super. La mienne, elle fait de la lumière et tout. Tu la vois la nuit, tu peux changer les lumières. C'est génial. C'est une super avancée technologique. Il ne faut pas se priver de souris. C'est idiot. Et c'était juste un radin, je pense. Voilà, bref, on n'était pas d'accord. Et puis, un jour, avec l'expérience, il changera d'avis. Je suis passé à quelqu'un d'autre et j'ai discuté avec un manchot qui était aussi sur Arch. Et lui, il veut passer sur Gentoo. Ouais, alors là, n'importe quoi. Bon, alors pour rire, je lui ai dit que Gentoo, ça n'existait plus, c'était mort, c'était fini. Bah, évidemment, il s'est renseigné, puis quand il l'a découvert, bon, ça a tourné un petit peu. Bref, on n'était pas d'accord. Mais des drôles d'oiseaux comme ça, il y en a beaucoup. Il y en a de toutes sortes. Il y a des oiseaux nocturnes, des jeunes, des vieux. Et d'ailleurs, vous connaissez la durée de vie du manchot empereur ? 8 ans? Oh, t'es loin du compte. 15 ans? Encore, tu peux 30? y aller. 40 ans. Ouais, 40 ans. Et justement, ça me rappelle l'histoire d'un vieux manchot. Il dit qu'il a 60 ans et qu'il a 25 ans d'expérience. Ah, et ça, c'est quand même incroyable. Alors, avec autant d'expérience, je me suis dit que forcément, je devais être d'accord avec tout ce qu'il disait et qu'il devait certainement avoir beaucoup de choses intéressantes à dire. J'ai vu son histoire, j'ai lu un petit peu tout ça, mais c'était long, donc j'ai lu les 3 premières lignes. Et c'était intéressant parce que il expliquait que son fils utilisait Windows et à l'arrivée de Windows 11, son PC était plus compatible. Donc il lui a passé tout ça à Linux et en fait son fils, il en était ravi parce qu'il n'a pas vu la différence et puis en plus il avait plus d'écran bleu. Donc avec une très très longue histoire, je vais pas tout vous raconter et puis surtout comme je l'ai pas lu, voilà. Mais apparemment c'était très humoristique. Il y avait beaucoup d'humour dedans. En tout cas, c'était beaucoup trop long pour moi et personnellement, je suis trop vieux pour ces conneries. Rire, s'il vous plaît. Non, mais ouais, c'est vrai. c'est une phrase drôle. Je dois vous envoyer un message parce que je peux le faire. Oui, Je vous il envoie un faut message, les drapeaux, là, voilà. applaudissez. Voilà. Donc, je le répète, je suis trop vieux pour ces conneries. Voilà, c'est bien, c'est bien. Merci. Mais je suis pas le plus vieux ici. Alors, je vais vous donner un scoop d'ailleurs. Steve, c'est pas le plus jeune d'entre nous. Ouf. mais cela ne nous regarde pas. Hein, voilà. Ouais, n'empêche qu'il a plus de 30 ans. Mais ça nous regarde pas. Voilà. Bref, il existe toutes sortes de manchots. Et pour taper au clavier, c'est vrai que c'est pas toujours pratique. Mais une chose est sûre, Linux ne vient pas à toi. C'est toi qui vas vers Linux. Alors, faut accepter les avis différents. Faut accepter les expériences des autres. Et avec le temps, les avis, ça se change aussi. On peut apprendre Linux, mais c'est plus difficile d'apprendre l'humour. Et je prends comme exemple nous tous ici. Par exemple, on va commencer par Cédric, qui a de l'humour. Voilà. Et il utilise Fedora. Enfin bon, c'est ce qu'il dit. Voilà. Le Tux masqué. Il utilise Linux Mint, une distribution pour débutants, vous allez me dire. Et oui, oui, mais il a choisi Linux Mint pour la stabilité. Moi, j'utilise aussi Linux Mint.
C'est plus pour la simplicité parce que j'ai pas envie de vraiment me lancer dans des choses très techniques. Et bon, je parlerai pas de Steve parce que lui, il est pas encore fixé. Si, il est sur D'ailleurs, Windows. Il est quoi? Sur Windows, tu connais pas Windows? Ah bah voilà, ouais, ouais. Tu vois, fallait pas en parler. Mais bon. D'ailleurs, je l'ai envoyé pour qu'il se fixe, je lui ai envoyé un tube de colle, mais je crois qu'il n'a pas compris. Enfin bon, c'est une histoire d'humour. Putain, j'en peux plus. Ouais. Et je conclurai avec une citation. Tous les manchots se ressemblent, mais tous les manchots sont différents. Alors, on peut aider, conseiller et être d'accord ou pas d'accord, mais chacun fait son chemin. Et tout le monde fera des erreurs, comme utiliser Zorin OS. Oh, l'enflure. Dehors. Non, on ne peut pas taper sur les gens comme ça. Tu es sur Librement Linux. Vous voyez, même si on n'est pas d'accord, on peut discuter de Linux sans se fâcher. Et j'ai fini, mais au nom de l'égalité, je vais quand même demander à Steve, même si personne ne s'intéresse à ça. Mais bon, Steve, quelle est ta distribution actuelle? C'est foufou, hein, parce que après toutes nos conversations très intimes, lui et moi, voilà que notre ami Linux se montre un tout petit peu plus modéré. Parce que je vais quand même rétablir un peu une petite vérité, les loulous. Hein. À la base, j'avais très envie de satisfaire la demande de l'ami Linux. Ah, on se calme. En fait, il voulait d'une certaine manière que je réponde à ses pulsions un peu bizarres, que je dois l'avouer. Hein. En fait, l'idée initiale, c'était de pouvoir établir un espèce de parallélisme entre les différentes distributions Linux que j'ai eu l'occasion de tester et de les transposer comme si c'était des conquêtes féminines. Ouais, je sais, je vous avoue franchement, c'est très pervers et je vous rappelle à la base que c'était pas mon idée, hein, d'accord? Alors ceci dit, hein, si vous aussi vous avez ce petit penchant pervers et que vous voulez en savoir davantage, bah vous n'hésitez pas les gars, vous réappliquez votre petite fraise sur notre canal de communication Matrix. Alors Matrix, hein, c'est en un seul mot, hein, bande de petits cochons, je vous vois venir comme ça. Hein. Et là-dessus, voilà, mon texte commence à défiler tout seul. Mais bon, allez, revenons à nos pingouins. T'as vu, mouton, pingouin, non? Ok, ça va, je vais sortir, mais un petit... Et puis, il y a eu un petit changement de programme à la dernière minute. En fait, je suis tombé sur une chaîne YouTube sur laquelle il y avait un commentaire, mais je vous raconte pas. Ah, mais si, j'aurais bien aimé que tu me racontes, moi. Ben si, justement, c'est une façon de parler, justement. Pour résumer, hein, c'était 40 minutes de lecture dépourvue de construction grammaticale, d'un souci de cohérence orthographique. En fait... Les pauvres amateurs passionnés que nous sommes, bah, nous avons de toute évidence fait preuve d'un manque de respect envers la communauté Linux. Ouh, vous allez me dire. Non, ça va, on va pas le blâmer. Hein. C'est vrai quoi, après tout, il a pris soin de passer quelques minutes, voire même peut-être à la limite plusieurs heures pour déposer sa pêche. Enfin non, je veux dire sa prose. Je vais pas non plus me faire passer pour un sadomezzo, mais c'est quand même lui qui a réussi à inspirer ce biais d'humeur, donc ben merci. Sado, ça j'ai bien compris, mais ça veut dire quoi mezzo? Bon, en fait, c'est un plat grec. Donc, c'est le fait d'aimer de se faire du mal, mais à la grecque. Tu saisis l'astis? Non? Oh, oui, bon, ça va, ok, je vais sortir. Attends un peu. Hein. En fait, j'ai réalisé que c'était grâce à ces hiboux que beaucoup d'utilisateurs prêts à franchir le cap et d'utiliser Linux pourraient faire marche arrière face à cette toxicité. C'est quoi des hiboux? Bah, c'est des zizi qui boudent. Ça me paraît tellement évident ta question. Windows et macOS, ça occupe une belle part du marché grand public. Et Linux, quant à lui, bah, il est placé sur le bas-côté du chemin en termes d'adoption. Ça, on le sait très bien. Mais bon, ça n'a pas empêché les passionnés de créer des communautés fortes en ligne. D'ailleurs, la plupart ne jurent que par Linux. D'ailleurs, je dois certainement en connaître au moins 3 au moment où je vous en parle, là, maintenant, ici, à l'instant. Hein, si, mais je vise personne. Hein. Non. Figurez-vous que les inconditionnels de Linux... Enfin, que pour les inconditionnels de Linux, Microsoft représente tout ce qui ne va pas dans l'informatique. Des mises à jour des forçages aux produits Microsoft, et je ne parle pas non plus de la paranoïa sur la façon dont Microsoft suit tout ce que vous faites sur votre Windows. Mais non, c'est pour votre bien comme ils disent, bande d'enculés. Ouh là, je m'égare. Il paraît même qu'ils se crêpent le chignon comme des chatasses entre elles pour savoir quelle est la distribution la meilleure par rapport à une autre. C'est moi qui est la plus grande. En fait, à l'époque, et merci de m'avoir coupé l'air sous le pied parce que c'était le mot justement, à l'époque c'était plus simple, hein, pour savoir qui c'est qui avait la plus grosse, on déballait le colis et hop, voilà, le sujet était clos. Et c'est qui avait toujours le dernier mot?
Bah, c'est moi, évidemment. Qu'est-ce que tu crois? Celui qui en a marre de Windows et qui cherche à passer à Linux réussira sans souci d'installer et de configurer l'une des distributions les plus faciles à utiliser. Je prends par exemple Zorin, Mint, et j'en passe. Non, l'ami Linux, Zorin, c'est pas un gros mot, hein, d'accord? Alors, imaginez ce gentil petit moineau déposé au beau milieu de la communauté toxique que l'écosystème a construite autour de lui. Et je n'invente rien, hein. Un utilisateur que je vais appeler Black_Mamba. À se demander si lui aussi n'en avait pas une grosse. Hein. Il a réussi à capter avec précision ce sentiment dans un message qui déclarait « J'ai essayé d'utiliser Linux sur mon ordinateur principal en tant que débutant et j'ai rencontré plusieurs problèmes. Lorsque je demandais à la communauté ou que je cherchais sur Internet, je trouvais des commentaires haineux de la part des soi-disant rejetons gestionnaires d'Arch plutôt que d'apporter des solutions à mes problèmes et de fournir des moyens d'empêcher que cela ne se reproduise à l'avenir. » Waouh, dis donc, Maurice, c'est super ton interprétation. Elle donne vraiment l'impression que l'utilisateur en question, c'est un véritable abruti. Merci, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Ouais, c'est ce que je dis. D'ailleurs, ces gars aiment vraiment étendre leur grosse intelligence et ils ont l'habitude de dire aux nouveaux utilisateurs RTFM. Traduction, read the fucking manual. Waouh, et t'es fort en anglais aussi, hein? Ouais, je sais. Les nouveaux arrivants sont souvent confrontés à cela à chaque fois qu'ils posent des questions de base concernant leur système d'exploitation. Mais bon, c'est qu'une de ces rares phrases désagréables que les débutants lisent en ce qui concerne les supports Linux, hein. Je donne un exemple, il s'appelle Norman Jobling, c'est un utilisateur autoproclamé Linux qui a parfaitement résumé ce sentiment en déclarant « Je pense qu'il y a cette mentalité de « vous devriez déjà le savoir » ou de « débrouillez-vous vous-même » ou « vous êtes stupide » chez beaucoup de puristes de Linux et c'est pour ça que ce sera jamais un système d'exploitation grand public. Ce sont ces communautés qui, au fil des ans, sont devenues l'un des plus grands répulsifs pour les nouveaux utilisateurs. Alors, tout en étant un point de discorde pour ceux qui sont activement impliqués dans cette même communauté, même ses membres ont dénoncé un comportement de fanboy où les nerds Linux finissent par se séparer, persuadés que leur distribution est la meilleure de toutes. Cela conduit carrément à un sentiment de supériorité technique et à une surdité tonale lorsqu'il s'agit des choses dont les gens ont réellement besoin. La communauté Linux s'efforce de rabaisser les autres pour leur choix, tout en essayant de les convaincre que leur ensemble de choix est le meilleur. Pire encore, hein, utiliser n'importe quel système d'exploitation en dehors de Linux, c'est une forme d'insulte ultime, parce que les utilisateurs soutiennent des entreprises avides en utilisant des systèmes d'exploitation à source fermée. Mais bon, rassurez-vous, hein, bien que ces hiboux ne constituent qu'une minorité de la communauté autour de Linux, il y a de nombreux canaux de discussion qui vous accueilleront à bras ouverts. Et c'est pour ça que notre petit salon n'attend que vous, jeune débutant encore vierge ou balâtre expérimenté bien outillé. N'aie pas peur, Cédric va te rappeler où nous retrouver. Ah oui, vous pouvez nous retrouver sur le salon Matrix Librement Linux Podcast. Et comment rejoindre le salon Matrix? Rien de plus simple, vous regardez le descriptif de cet épisode et vous aurez un lien qui vous expliquera comment vous s'inscrire sur le réseau Matrix si vous n'êtes pas inscrit, et puis quelle application utiliser, parce que Matrix c'est un réseau qui peut être utilisé par plein de clients, notamment le client Matrix notamment, ou encore Chili Chat. Voilà, vous avez le choix, c'est ça qui est bien sur Linux. Mais on vous guide un peu quand même, que vous soyez pas noyés dans la foule d'informations, on va direct droit au but. Je pense que c'est clair, et on va pouvoir continuer sur les brèves du Tux masqué. Si je mets un tapis, ça va pas marcher. Bon. Belle introduction, merci. Oui, autrement tu pouvais attendre encore 5 minutes, hein, le tapis durait 5 minutes. Je t'en prie. Donc Google attaqué en justice, c'est ça ? Voilà, cette semaine, les brèves vont être courtes. J'ai noté principalement que Google alors, vous l'avez peut-être entendu parler, mais Bard, l'intelligence artificielle de Google débarque en Europe cette semaine, hein, donc la semaine du 14 juillet. Pour ceux qui nous écouteront dans 2 mois, 3 mois ou 1 an.
Et donc, Bard débarque en Europe, mais en même temps, aux États-Unis, il y a une Nation Class, donc une plainte qui a été déposée contre Google et sa maison mère Alphabet, pour dénoncer le fait que, pour rendre intelligente son intelligence artificielle, il ait collecté plein d'informations sans demander l'autorisation aux gens. Voilà. Donc, Alphabet, Google ne sont pas les seuls. Déjà, quand OpenAI a sorti ChatGPT, une plainte a été déposée par l'entreprise californienne Carlson Law Firm. Et donc, ça suit son cours. Voilà. Des avis sur la question ? Ben, moi, ça me rappelle un petit peu la news de la semaine dernière sur l'intelligence artificielle qui a été attaquée par Steam pour les jeux vidéo. C'est le même principe, en fait. Chaque fois que l'intelligence artificielle est utilisée, comme on ne sait pas trop où elle va piocher ses informations et qu'elle peut prendre des choses sous licence, et enfin, il y a toujours des doutes sur ce que l'intelligence artificielle fait. Est-ce qu'elle respecte les droits d'auteur ? Est-ce que c'est ça le souci ? Là, c'est même pas une question de droit d'auteur, c'est qu'en fait, elle va piocher sur les réseaux sociaux et tous ces trucs-là des données personnelles d'utilisateurs qui n'ont pas. On a la RGPD en France pour demander l'autorisation, pour que les sites demandent l'autorisation aux utilisateurs avant qu'ils placent des cookies pour collecter des infos. Bon, ben là, que ce soit Bard ou ChatGPT, ils ont collecté pendant longtemps des données sur les utilisateurs personnels sans demander l'avis à qui que ce soit. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est toujours le même principe. L'intelligence artificielle, elle va prendre plein de données et on ne sait pas trop où elle va piocher, et puis elle se moque un petit peu. Elle n'a pas de limite, en fait. Voilà, ça va prendre des informations partout, ça peut prendre des informations sans aucune limite, donc ça peut prendre des choses qui sont soit dérangeantes, soit carrément protégées par des licences. Voilà. Une autre personne a un avis là-dessus. Steve, qu'est-ce que t'en penses ? Franchement, je l'ai vu passer comme ça, le Bard en question. Ouais. De toute façon, à la base, je suis pas du tout un féru utilisateur de tout ça. Vraiment. Je trouve qu'on est arrivé vraiment à un stade où on vient carrément des fainéants du bulbe. Et c'est un truc, mais voilà, j'en peux plus, moi, de toute façon. Et tout ce que j'espère, et c'est peut-être justement l'introduction du prochain, justement, la prochaine brève, tout ce que j'espère vraiment, c'est qu'en fin de compte, ça devienne vraiment un truc qui s'essouffle. Vraiment. Quel que soit l'endroit, imagerie faite par IA, enfin, tout, ça me gave. Vraiment. Voilà. D'ailleurs, on le trouve où, Bard ? On peut l'utiliser en France ? Non, pas encore. Il me semble que l'Europe n'est pas encore touchée. Si, il a débarqué cette semaine en Europe. Donc après, je sais pas comment, mais en tout cas, jusqu'à présent, il n'y était pas. Et a priori, depuis, je sais plus quel jour de la semaine dernière, il est accessible en Europe. D'accord, donc sur Europe, le site, en sur la page Belgique d'accueil. ou en France. Sur la page d'accueil directement de Google, c'est ça ? Ah, je sais pas du tout, j'ai pas Tu été sais voir. pas, ouais. En fait, personne s'est rué dans l'équipe là pour aller le tester. Non, Bard.google.com, effectivement, je suis dessus en ce moment même. Effectivement, oui, il est accessible, en effet, je confirme. D'accord. Ok. Bon, très bien. Ouais. Ok. Là où l'intelligence artificielle, mais elle m'agace le plus, mais je l'ai déjà dit, mais c'est dans les traducteurs. Là, c'est vraiment... ça c'est peut-être un autre sujet. Ouais. Allez, officiellement, nous sommes le premier épisode de l'été 2023. Et oui, nous sommes déjà le mardi 18 juillet 2023. J'y arrive pas ce soir avec les jingles. Et merci de nous écouter. On va tout de suite enchaîner sur les discussions autour des articles. Et vous verrez, il y a plein d'articles là dont on va vous parler. Allez, c'est parti. ChatGPT a perdu des utilisateurs. C'est la fin de la hype. Oui, donc on reste dans le sujet des intelligences artificielles. Numérama nous apprend ça dans un article qui a été publié le 10 juillet. A priori, en se basant sur les données de SimilarWeb, un site qui collecte des données pour connaître la fréquentation des sites et le classement qui a remplacé Alexa d'Amazon qui s'est arrêté, qui aujourd'hui permet d'avoir un classement de son site comparé aux autres.
Donc, suivant SimilarWeb, en fait, on a vu qu'il y a eu un engouement pour ChatGPT autour de mars-avril. Et depuis mai, la fréquentation de ChatGPT redescend. Pareil. Tu dis depuis mars, mais je dirais même avant, depuis janvier. En fait, ça a fait un boom dès janvier. Oui, mais le gros de la vague, il est apparu surtout entre mars, avril et mai, où tous les médias en parlaient. On avait des articles qui nous ont été partout dans la presse et tout ça. Avant, il y avait déjà une partie, on voit d'ailleurs sur le graphe qui nous est présenté sur le site Numérama, que en effet, à partir de novembre 2022, l'intérêt pour ChatGPT commence à se réveiller, qu'à partir de mars 2023, ChatGPT a plus de requêtes que Bing, le moteur de recherche de Microsoft, que ça culmine à peu près au niveau mai 2023 et en juin 2023 ça redescend. Pour Bing, qui intègre ChatGPT, on voit qu'il y a eu un sursaut au moment de mars, au moment où ils ont annoncé que ChatGPT faisait partie faisait partie de leur moteur de recherche. Et puis, l'intérêt est redescendu aussi vite qu'il a grimpé, puisque au mois d'avril, il revient à peu près à sa courbe de fréquentation d'avant l'effet d'annonce. Et alors qu'on pensait, tout le monde à un moment donné, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on disait ça y est, Bing, il va remplacer Google, c'est lui le meilleur moteur de recherche et tout ça. En fait, là, sur le dernier trimestre, on s'aperçoit qu'il y a eu un engouement pendant un mois et puis c'est retombé. Et donc, c'est pas tout de suite qu'il va remplacer Google, à mon avis. Si un jour il le remplace. J'ai été un des premiers à dire que Bing, en effet, allait remplacer Google. Alors, il y avait l'histoire de ChatGPT, mais également, ils avaient associé plein de services à côté de gamification. Plus tu faisais de recherche, plus tu faisais d'interaction avec Bing, plus tu gagnais des points que tu pouvais transformer avec d'autres plateformes Microsoft. Et je me suis dit, s'ils commencent à mettre en place la gamification, en effet, je pense que les gens vont adhérer. Bon, là, tu es en train de me montrer par ces chiffres-là que tout compte fait, ils n'ont pas gagné grand-chose. En tout cas, d'aujourd'hui, non. Alors après, Bard, on en parlait juste avant, mais il apparaît aussi sur le graphe. En fait, on s'aperçoit qu'il commence à y avoir un intérêt pour Bard à partir de... Ça commence un peu en mars, un peu plus en avril. Ça grimpe au niveau de mai et juin, mais on est vraiment, vraiment très loin derrière Bing ou ChatGPT. Il y a l'effet curiosité aussi. C'est Tout à fait. Lorsque tu découvres un truc, tu l'exploites, tu le surexploites. Donc d'où peut-être la cote prononcée au mois de mars, avril, etc. Maintenant, c'est rentré dans les usages. On sait ce qu'est capable de faire ChatGPT ou pas. Et donc on l'utilise plutôt à juste titre. Et j'avoue que moi, l'utilisation de ChatGPT est beaucoup moindre par rapport au mois de mars. Je dois l'utiliser 3 fois par semaine, alors qu'avant c'était plutôt 3 fois par heure. Ah oui, tant que ça. Ah oui, tant que ça. Oui, tant que ça. En fait, c'est quand j'ai des coups de mou, j'ai pas envie de rédiger des trucs, je donne mes idées, je les lâche en pâture comme ça, et je lui dis, allez, génère-moi un mail, s'il te plaît. Et il me le génère, voilà. C'est plus par fainéantise actuellement. Bon, j'avoue, je suis obligé de le motiver 2-3 fois parce que des fois il me raconte des conneries, donc je suis obligé de le corriger. Mais ouais, ça devient un assistant. C'est pas un remplaçant, c'est un assistant. Alors j'en profite, il y a quand même une différence notoire entre ChatGPT et Bard. C'est que Bard se base sur des données vieilles il y a 2 ans, alors que ChatGPT se base sur des données collectées il y a 2 ans, alors que Bard c'est sur des données actuelles. D'accord. Il n'y a pas le décalage qu'on connaît avec ChatGPT qui ne connaît pas l'actualité récente. Tout à fait. Ok. Comme vous a dit le Tux masqué, nos news, nos brèves qu'on discute s'appuient sur des articles qui sont sur différents sites, notamment en l'occurrence Numérama. Si vous voulez avoir la référence de l'article, il suffit d'aller dans le descriptif de l'épisode et vous aurez directement le lien vers l'article. Donc vous pourrez voir les graphes dont on parle ou avoir plus d'informations sur l'article ou les commentaires qui y sont associés directement. Voilà, vous allez directement dans le descriptif de l'épisode si votre logiciel de podcast le permet ou directement sur le site mancast.fr. On va passer à Linux qui atteint pour la première fois 3% de marché sur les PC.
Et c'est toujours le Tux Masqué qui nous en parle, et c'est un article de linuxfr.org. Oui, on en parlait il n'y a pas longtemps, linuxfr.org qui a fêté ses 25 ans, je crois, 30 ans, je sais plus, j'ai un trou, 25 ans. Oui, quelque chose comme ça. Il n'y a pas longtemps. Et voilà, et donc là, ils nous ont fait une petite brève pour nous signaler que d'après Start Counter, le poste de travail, donc les PC bureautiques Linux, a dépassé pour la première fois les 3%. Alors, petit retour dans le passé. La première fois que ça dépassait 1%, c'était en 2013. Quand ça a dépassé en 2%, c'était en 2019. Donc il a fallu 6 ans pour gagner 1%. Mais là, depuis, ça s'est un peu accéléré, puisque il nous a fallu que 4 ans pour arriver à 3%. Donc c'est une courbe exponentielle, j'espère. Ouais, c'est comme disait Cédric la dernière fois, si c'est exponentiel, c'est bon, c'est acceptable. Et en plus, le 1%, c'est un vrai 1%, parce qu'au mois de mai, on était à 2,7, et là, maintenant, on est à 3,7. Ouais, 3... Ah non, pardon, je dis une bêtise. On était à 2,70, et on est passé à 3,07. 3,07. Steve, tu voulais dire quelque chose? Ouais, mais ma question c'était, est-ce que ça veut dire qu'en fin de compte, ce sont des chiffres qui sont restés, je sais pas si en fin de compte ça se dit immuable dans le sens où en fin de compte on a gagné 1%, c'est resté 1%, ça n'a jamais rebaissé. Est-ce qu'on a gagné 2%, ça n'a jamais rebaissé à, je sais pas, 1,99 comme on dit chez nous. Est-ce que ça veut dire qu'en fin de compte c'est les 3% qui sont acquis et qu'on est sûr et certain qu'en fin de compte on va pas non plus tout d'un coup retomber en dessous de la barre des 3%? Parce que si c'est ça, alors là franchement ouais, c'est une excellente nouvelle, quoi. Ça veut dire que ça fait bien la belle nique à Microsoft. Et à macOS en l'occurrence. La nick à Microsoft, oui, off. Est-ce qu'on peut parler de nick à Microsoft? On s'en fout. Alors, je vais juste préciser quelque chose qui est signalé dans l'article. En fait, la plus grosse augmentation vient qu'en Asie, et donc certainement en Chine. Oui, d'accord. L'augmentation a été plus forte. Par contre, là où on devrait s'inquiéter, c'est, alors pas en Belgique, il n'y a pas les stats, mais en France, on est en dessous de la moyenne, puisqu'on est à 2,7% d'utilisation. Alors on préfère faire des commentaires assassins que essayer de s'atteler efficacement à la distribution Linux, je pense. Voilà. J'adore. Par contre, au niveau de l'Europe en global, on est dans la moyenne mondiale, qui est aussi à 3%. Par contre, on devrait faire l'utilisation des solutions open source dans le monde, voir quelle part de marché on a au niveau de l'utilisation de ça, des serveurs Apache, des suites LibreOffice, des navigateurs Firefox, etc. Non, Firefox, il pêche un peu en ce moment. Mais ouais, ce serait marrant de voir quelle est la place des solutions open source. Ce serait marrant de voir ça. Ouais, Firefox, par contre, ça me fait de la peine parce que c'est quand même un super navigateur et c'est la seule alternative à Chrome. C'est quand même. Alors là, c'est plus qu'une alternative à Chrome. Attention, c'est une alternative au moteur carrément Chrome. Firefox s'appuie sur un moteur qui est complètement différent, Gecko, qui est différent de celui de Chrome, qui est Chromium d'ailleurs. Et il faut avoir des alternatives. Autrement, on s'enferme dans une bulle et on devient dépendant de cette bulle, donc de l'éditeur. C'est Quantum à présent. C'est Quantum à présent le moteur. Pardon. Ok. Feu Gecko. Oh, Gecko, il y en a toujours une part, mais ils ont fait, c'était il y a 2-3 ans, ils ont remis un coup de neuf sous le capot avec Quantum. D'accord. Je ne sais pas si ça va changer grand-chose, mais j'envisage sérieusement de réutiliser Firefox, parce que là, je suis sur Brave depuis quelques temps. Ça me plaît bien, hein. Leur principe me plaît bien, parce que je me sers de la monnaie virtuelle qui me verse pour pouvoir rémunérer des sites qui m'intéressent. J'ai rien reçu. Non, si tu reçois de la monnaie virtuelle, ça s'appelle des BAT. Et tu peux, c'est toute la publicité en fait que tu acceptes de regarder. Tu as un tiers de ce qui est versé. Donc l'annonceur donne une somme. Il y a une somme qui est pour toi et une somme qui est pour celui qui te fait voir la pub, donc pour Brave, quoi. Et en fait, là, avec cette somme-là,
Dans les autres navigateurs, cette somme, tu la vois pas, t'as rien. Toi, t'as rien. Ça se passe entre celui qui paye et celui qui reçoit. Et là, comme Brave te donne un tiers de cette part-là, eh ben, tu peux la redistribuer là où tu veux. Donc, en fait, tu peux donner cet argent. Si jamais tu tombes sur un site, ça t'intéresse pas du tout, tu trouves que c'est nul, t'es pas obligé de le rémunérer, même si tu l'as visité. Et par contre, ben moi, la monnaie, je la verse notamment à E-Fondation, tu sais, pour les téléphones, le système d'exploitation. Mhm. Alors, c'est pas grand-chose, hein, parce que quand tu as 3 millions de bahts sur Brave, ça fait quoi? Ça fait 3 euros, quoi, tu vois, c'est dérisoire quand tu traduis. Hein, Mais je me dis que s'il y a beaucoup de monde qui fait ça, ben eux, si ça leur fait rien que 20 euros tous les mois qui rentrent, 20 euros, ça peut être comme le prix d'un abonnement de téléphone, par exemple. Hein. Donc voilà, voilà. Donc j'aime bien Brave à cause de ce système-là, à cause de ce principe. Mais c'est vrai qu'ils utilisent Chromium, et c'est vrai que le fait que Firefox aille mal, ça me gêne, et je me demande si je vais pas réutiliser Firefox. Je suis en train de me tâter. J'y ai pensé très sérieusement cette semaine, et je pense que je vais peut-être rebasculer. Bien, c'était la chronique de la mort annoncée. Mais est-ce qu'ils vont si mal que ça, Firefox? Ah, ils sont à quelques pourcents, j'ai pas regardé là, mais Oui, mais c'est je stable. je regarderai crois- pour la prochaine fois si tu veux. Euh, Ils sont stables à 5%, mais ils sont stables. C'est ce qui Ouais. compte, non? Tu crois? Ouais. Non, je sais même pas combien ils sont. Mais, Je crois qu'ils sont même plus à 5%. non, mais- Je regarderai pour la prochaine fois, je veux pas Ouais, non, raconter parce de qu'il y, bêtises, mais- il y en a un qui a fait une ascension fulgurante et je m'y attendais pas, c'est Edge, le navigateur de Microsoft, qui est sur une base Chromium, qui ressemble à deux gouttes d'eau à Google Chrome et tout ça, mais en termes de part de marché. Alors, c'est le navigateur installé par défaut sur Windows 10 et Windows 11. Mais en tout cas, pour un navigateur qui est récent, la montée a été assez fulgurante, je trouve. C'est parce qu'il est imposé par Microsoft. Quand tu utilises Windows, il est dessus, forcément, et tous les liens, même d'ailleurs quand ils font du forcing pour que tu l'utilises. Voilà, tout simplement. Donc, chaque personne qui achète un ordinateur avec Windows, ben, ils vont utiliser leur navigateur. C'est comme à l'époque, quand ils ont fait leur forcing avec, c'était quoi leur navigateur, avec le E, là. Internet Explorer. Voilà. Sauf qu'à cette époque, eh ben, tout le monde systématiquement passait sur Firefox parce que ça marchait pas du tout leur navigateur. Mais Ouais, maintenant, et puis ils avaient une obligation, il y avait une pop-up qui s'affichait au démarrage de l'ordinateur qui te proposait de choisir ton navigateur par défaut. Alors qu'à partir de Windows 10, cette pop-up, elle a disparu. Mais sur Windows XP, 7 et tout ça, on avait, après l'installation, choisissez votre navigateur par défaut. Donc il y avait Internet Explorer, bien entendu, il y avait Google Chrome, il y avait Firefox, il y avait Opera, je crois. Il y avait même Bah, Netscape. Ouais, il y avait peut-être même Netscape, voilà quoi, il y avait plusieurs. Et ça t'installait le navigateur que tu avais choisi au démarrage. À partir de Windows 10, je sais pas pourquoi ce choix a été supprimé, alors que sur smartphone, sur Android, on te propose aujourd'hui la même chose, de choisir ton navigateur par défaut ou ton moteur de recherche par défaut. Mais sur Windows, ça a disparu. Et donc, bon après, Microsoft a toujours essayé d'imposer ses produits. Non. Au 1er mars 2023, d'après le petitdigital.fr, donc le navigateur numéro 1 serait Chrome avec 58%, deuxième Safari avec 25%, Firefox avec 5,7%, Edge avec 5,4%. Ça, c'est en France. Dans le monde, c'est un petit peu différent. Bon, Chrome est toujours avec 61%, Safari avec 25%, et là, Edge se retrouverait avec 4,8%, et Firefox, il serait en bas du classement avec 2,62%. Donc, suivant le marché qu'on regarde, les navigateurs numéro 1 ne sont pas toujours les mêmes. Alors, la suprématie revient à Chrome, évidemment, Safari dû au monde Mac et iOS, et donc, voilà. Mais ouais, c'est dommage parce que Firefox, c'est un des seuls moteurs qui ne s'appuie pas sur Chromium, mais qui propose une autre expérience, qui vous impose pas des add-ons, qui vous impose pas de modifier les pages web que vous consultez. Edge, c'est le premier à modifier le contenu de la page web. Je connaissais certains sites et quand je navigue avec Edge en milieu professionnel, la page change totalement. Il y a des liens de partout, tout ça. En fait, c'est simplement des add-ons qui ont été rajoutés dans Edge que Edge te rajoute en disant
c'est pour votre bien quand on rajoute ça. Ah oui, c'est des liens promotionnels, trou du cul, je sais pas en quoi c'est bien, mais bon. Bon, c'est un peu sur le même principe, tu as acheté une licence Windows et on te met de la publicité pour acheter du Windows. Ah, t'as eu ça, toi. Ouais. Punaise. Oui, là sur le Windows 10 et 11, maintenant il y a la publicité qui débarque sur ton menu démarrer, sur tes edits comme ça, c'est la publicité partout. Moi, ça m'énerve sur un produit que tu as gratuitement, que tu vives, qui vive avec la publicité parce que c'est gratuit et qu'en fait c'est toi le produit. Ok, mais sur à partir du moment où tu as payé une licence et qu'on t'impose de la publicité, là je commence à tiquer et je me dis il faut peut-être Oh, mais je connais leur envisager de discours. changer. Ils vont te dire, ah oui, mais tu payes pas pleinement, c'est une licence à prix réduit, donc forcément, il y a une contrepartie. Et ils vont trouver encore une excuse bidon. Oui, quoi, la licence à prix réduit à 149 € quand tu l'as pas en promo, elle est pas à prix réduit. Hein. C'est vrai que ça peut faire mal. Okay. Pareil, la licence Office, je sais pas combien, je sais pas quel prix elle coûte, mais en plus ils collectent des données, ils stockent tout dans leur cloud à eux et ils exploitent les informations que tu leur donnes. Ça a changé de nom, c'est plus Office 365, maintenant c'est Microsoft 365. Ah, c'est Microsoft, oui, parce que maintenant il n'y a plus, oui, puisque maintenant il n'y a plus que la suite Office, c'est le bureau complet qui est déporté en cloud. C'est ça. Donc les documents, l'application, enfin ça devient infernal. Oh ouais, mettez tout chez Microsoft, ayez confiance en votre ami qui vous veut du bien. C'est ça. Bon, allez, next. Next. Alma Linux, vous connaissez Alma Linux? C'est un petit système d'exploitation qui s'appuie sur Red Hat Enterprise. Attends, ça me dit quelque chose. Red Hat Enterprise. Ils ont pas annoncé quelque chose. On en a parlé il y a pas longtemps, je crois. Ouais. Je crois. On en a parlé il y a 15 jours, je crois, non? Il y a 15 jours, on en a remis une couche la semaine dernière, et ben on a remis encore une couche cette semaine. Red Hat Enterprise, ok, c'est une des distributions Linux mères qui permet d'avoir plein de distributions fils. Fedora, Alma Linux, CentOS, etc., etc. La liste est assez longue, je vais pas toute vous la faire. Et Red Hat a annoncé il y a 15 jours, allez, hop là, un pavé dans la mare. Vous savez, là, le code que vous utilisez pour faire vos distributions vous-même, eh ben maintenant, ça va être verrouillé, ça va être fermé, vous n'y aurez plus accès. Donc évidemment, toutes les distributions issues de Red Hat se sont retrouvées un petit peu le bec dans l'eau en disant « Merde, c'est quoi ce bordel, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et il y a eu plein d'annonces, et notamment Alma Linux, qui est une bonne distribution, hein, dérivée de Red Hat. Et eux, ils ont fait une annonce en disant « Ben écoutez, Red Hat nous ferme les portes, c'est très bien, et ben on va faire quelque chose, on va simplement... faire notre propre distribution, on va plus s'appuyer sur Red Hat, on va plus faire du 1 pour 1, c'est-à-dire qu'on ne va pas reprendre le code, de toute façon on peut plus le reprendre, et on va simplement créer notre propre distribution. Ok, le noyau dur va pouvoir continuer à exécuter des programmes Red Hat, on va respecter encore l'architecture Red Hat, qui s'appuie d'ailleurs sur l'architecture standard Linux, décrit par les standards Linux. De toute façon, il faut savoir que Linux s'appuie sur du standard de manière générale. C'est ça qui fait la force de Linux. Mais Alma a décidé de dire, bon, ok, on va couper les ponts avec Red Hat. On va rester compatible, parce qu'il y en a plein qui s'appuient sur nous pour faire fonctionner des produits Red Hat. Mais on va carrément partir. C'est ce qu'ils appellent le 1 pour 1 ne sera plus respecté. Voilà. Si vous voyez 1, 2.1, ça veut dire le 1 pour 1. Ils ne le respectent plus. Bon, une distribution de plus, parce qu'il y en a plein qui ont également fait des annonces. Je crois que Oracle, qui est également une distribution, a fait le même genre d'annonce. Et je crois qu'il y a Suze aussi qui a fait la même annonce. Oui. De toute façon, j'avais dit, il y avait quoi à faire. Il y avait quoi à faire. Moi, j'ai une question. Qu'en est-il de Fedora ? Et parce qu'il marche les mains dans la main, puisque c'était le laboratoire de Red Hat, Fedora. Eh ben, c'est la même question de CentOS. On a, en fait, Fedora, qui était normalement le laboratoire, en effet, de Red Hat, et CentOS, qui était la partie continue. D'ailleurs, il y avait un petit flou de positionnement, parce qu'on savait pas ce que faisait CentOS par rapport à Fedora. Mais bon, CentOS, pareil, était en mise à jour continue. Bon, très bien. Il n'y a pas d'annonce, et de toute façon, il n'y a que Red Hat qui peut faire des annonces là-dessus, parce que Red Hat et Fedora, et CentOS sont maintenus par Red Hat. Donc pour l'instant, on va attendre la prochaine version de Fedora. On verra, je serai le premier concerné, hein. Mais non, je pense qu'il y aura pas de changement. Mais ça veut dire qu'ils vont fermer le code de Fedora aussi, je sais pas. Bonne question. On peut prendre des paris, mais moi je pense pas. Je pense que Fedora, ça a toujours été leur petit chouchou, leur petit
ça a toujours été la petite distribution. Et même Red Hat finance Fedora, donc ils vont pas lui couper l'herbe sous les pieds. C'est le laboratoire de Red Hat, c'est-à-dire qu'ils testent leur solution auprès d'un grand public avec Fedora, et si ça marche bien sur Fedora, c'est intégré à Red Hat. Donc ils sont vraiment très liés les deux. Hein. C'est la partie donc je pense pas que ça va changer quoi que ce soit. De Red Hat, quoi. C'est pour ça, je pense vraiment pas qu'il va y avoir du changement pour Fedora. Ça va continuer pareil. Non, par contre, moi je remarque juste un truc, c'est qu'il y a quelques années, c'était IBM qui a racheté Red Hat, et qu'à l'époque, ils voulaient rester dans l'esprit de l'open source et tout ça. Bon, quelques années plus tard, on s'aperçoit que IBM, il est proche de ses sous, et donc on commence à faire la même politique que Microsoft, on verrouille. Malheureusement, ouais. Je l'ai comparé tout à l'heure dans une discussion privée, je l'ai comparé un petit peu à Oracle, où Oracle, du jour au lendemain, s'est mis à taper sur tous leurs clients en les assassinant et en leur mettant des amendes parce qu'ils utilisaient soi-disant pas les bonnes licences pour utiliser leur solution. Et je pense que Red Hat a fait la même chose avec son code source, et du jour au lendemain, ils retournent leur veste en disant, maintenant, fuck, démerdez-vous. Ouais, parce que Oracle, souvenez-vous, ils ont quand même attaqué Google pour avoir utilisé Java dans Android. Oui, Java, les bases de données Oracle. Non, c'est devenu. Puis je sais pas dans quel état ils sont actuellement. Mais je sais pas si Oracle gagnait son procès contre Google. Je m'en souviens pas. Si vous avez ça en mémoire, vous. Non, j'ai pas suivi. Je pourrais pas te dire. Ouais. Je pourrais pas te dire. On verra, parce que là, il y a des annonces qui sont un petit peu touchy sur Fedora, notamment la version 40 où ils ont annoncé qu'ils envisageaient de faire la collecte de données de télémétrie. Donc je sais pas quel virage est en train de prendre Red Hat là. C'est bizarre. Mais ils ont dit qu'ils allaient faire de la télémétrie, mais anonymisée. Oui, évidemment. Tout comme le fait déjà Ubuntu, tout comme le font déjà plusieurs distributions en fait. Mais maintenant, qui se fait avoir? On sait très bien que la collecte des données, ça sert à rien de toute façon de mettre un nom et un prénom. Le tout, c'est de savoir ce que vous aimez ou ce que vous aimez pas, sur quoi vous allez cliquer surtout. Ou ce que vous allez acheter. Non, mais ce que je veux dire, c'est que par là, c'est que tous ces agents qui œuvrent en principe du côté de l'open source annoncent au fur et à mesure qu'ils font de la collecte vertueuse. Et ça me fait rigoler le côté vertueux de la collecte de données, voilà. Oui. Oh, mais il y a plein de mots marketing comme ça. C'est aussi télécharger gratuitement notre solution. Mais en fait, oui, tu peux la télécharger gratuitement. L'utilisation, par contre, est soumise à licence payante. Non, il y a plein de choses comme ça au niveau marketing qui sont magnifiques. Très bien. Vous savez quoi? J'ai perdu le conducteur. J'ai trop cliqué. Normalement, tu dois dire next, là, et puis après, tu dois parler de ça. Ah oui, de l'autre, là. Ouais, de l'autre. Ok, allez, on va parler de l'autre. La prise en charge d'Amazon Games arrive bientôt sur Eoric Games Launcher. C'est un article qui est publié sur Gaming on Linux le 10 juillet 2023. C'est Steve qui nous en parle. Ouais, j'avais très envie de vous parler de jeu. Ouais, ça faisait tellement longtemps en même temps. Non, en fait, Heroic Game Launcher, je pense que vous connaissez tous. Hein. Donc, vous avez le lanceur Steam, vous avez le lanceur Lutris, et puis après, le troisième, en tout cas sous le podium, et bien effectivement, c'est Heroic Game Launcher qui prend vraiment de plus en plus de place, en tout cas, enfin, je trouve, puisqu'il s'occupe essentiellement de pouvoir gérer vos jeux qui sont stockés sur GOG. Et puis sur Epic Games aussi. Et puis là, voilà que finalement, ils vont ajouter un troisième acteur dans leur launcher. C'est donc les jeux qui sont sur Amazon Games. Et donc voilà. En fait, c'est pas pour tout de suite. Hein. Il y a déjà, il y a eu déjà des retards pas mal sur les prochaines mises à jour parce qu'ils ont rencontré manifestement quelques bugs et donc ils ont dû repousser un peu les releases du mois dernier. Donc avant, naturellement, ils vont régler ce qu'ils ont à régler au niveau des problèmes rencontrés. Et donc finalement, ça voudra dire qu'il va falloir certainement s'attendre à ce que d'ici fin d'été ou en tout cas peut-être début septembre, on puisse retrouver tout d'un coup une possibilité de se connecter sur votre compte Amazon et de pouvoir effectivement jouer directement avec les jeux stockés sur Amazon, tout simplement. Voilà. C'est à suivre. Avec voilà. Bon, à suivre. C'est toujours plus facile en fait de jouer de plus en plus sur Linux, quoi. Donc
c'est pas une mauvaise nouvelle, quelque Mais part. je trouve qu'en fait, c'est comme je le prétends, en tout cas maintenant, c'est un avis perso par rapport à cela, c'est que je reste convaincu que finalement, l'acteur principal sur la scène de l'informatique qui, en fin de compte, ouvre les portes et fait avancer les choses, pour moi, c'est le gaming. Alors, c'est peut-être parce que je suis déjà un joueur invétéré, peut-être certainement, mais je constate surtout qu'en fin de compte, les bons sur les avancées qui ont fait tout d'un coup que les gens s'intéressent de plus en plus à Linux, c'est justement par exemple le Steam Deck, etc., etc. Et je pense que finalement, plus en fin de compte, on va mettre l'accent sur en tout cas les choses intéressantes autour du gaming et de les rendre de plus en plus compatibles et peut-être voire même peut-être leur donner des performances peut-être au-delà de ce que Windows est capable d'offrir. Je suis quasiment sûr et certain que ça va vraiment être des éléments qui vont pencher en la faveur et pouvoir augmenter le nombre d'utilisateurs, en tout cas sur les PC, quoi. Voilà. C'est sûr que ça va être positif. Mais Steam a fait le même pari que toi il y a des années. Et Linux n'a pas spécialement subi une grande montée en puissance alors que ça fait des années en fait que Steam a investi énormément d'argent là-dedans. Ouais, c'est vrai. Et Tu sais, j'en connais un ça. qui a investi beaucoup d'argent, par exemple, dans Meta, le métavers. Est-ce qu'il a réussi son coup? Mais il s'est fait des chèques, hein. De toute façon, on le voit bien. Steam a complètement foiré le SteamOS qui était basé sur Debian à l'époque. Il a réussi son coup puisqu'il va faire une rencontre de MMA avec Ah oui. Oh, putain. Elon Musk. Cette blague, il va simplement rembourser son petit portefeuille parce qu'en fin de compte, il a cramé Meta. C'est une blague ou quoi? Non, mais en fait, les gars, c'était intéressant ce que je voulais dire. Non, mais sûrement, on n'a pas dit le contraire. Non, mais non, pas du tout, oui. Ouais, non. Oui, bon, de toute façon, Steam a fait le pari il y a des années et ça n'a pas permis spécialement de décoller. Donc moi, je pense qu'il y a un autre gros problème pour permettre à Linux de vraiment percer, c'est tout simplement l'habitude des gens. Les gens, ils achètent toujours un PC avec Windows dessus et puis ils vont pas le changer. Voilà, même si... Parce qu'en fait, si tu regardes aujourd'hui, Windows, ça sert plus à rien. Tu peux t'en passer, je veux dire, t'as pas besoin d'avoir Windows. Linux, Si, c'est aussi télécharger facile à Linux. utiliser. Quoi? Ça sert à télécharger Linux. Ah ouais, Ah oui, ça c'est vrai. Oui, voilà. Mais avec Linux, tu peux le faire aussi. Tu vois, en fait, tout ce que tu peux faire avec Windows, tu peux le faire avec Linux et avec la même facilité aujourd'hui. C'est aussi facile à utiliser que c'est même plus facile parce que tu as des trucs, c'est super compliqué à faire sur Windows. Il y a même des trucs que tu n'arrives pas à faire sur Windows. Bien sûr. Et il y a Windows te bloque certaines installations de certains Mais c'est logiciels. pour Il ton va te bien. dire attention, ça pour c'est un ton virus. bien. C'est pour ton bien. Ah oui, c'est pour ton bien. Non, Mais du coup, en fait, tu es super limité. Enfin, tu es super limité. Tu es limité dans quelques petites choses quand tu utilises Windows, mais tu t'en rends pas compte, puisqu'en fait, c'est des choses que tu connais pas. Mais en fait, Windows n'a plus aucune utilité dans notre monde. Là, aujourd'hui, je veux dire, en 2023, Windows, on pourrait s'en passer. Pour ceux qui jouent, c'est quand même utilité. plus facile de jouer sur Windows que sur Linux quand même. Non, plus aujourd'hui, je t'assure. Il y a Non, je juste, pense pas, ouais, il y a- c'est il y a- vrai, je suis d'accord il y a- avec l'ami. Il y a juste quelques jeux, il y a environ 5% des jeux, ceux que Steam n'arrive pas à convertir, à permettre de jouer sur Linux. Mais ils y travaillent, hein. Mais bon, c'est compliqué. Et ces 5% de jeux, en fait, ils sont vraiment construits pour ne pas fonctionner sur Linux. C'est-à-dire qu'ils rajoutent ce qu'il faut pour que tu ne puisses pas jouer avec Linux. C'est comme il y a des bots, ils analysent quel est ton système d'exploitation. S'ils voient que tu es sur Linux, ils mettent attention, c'est un tricheur, et tu es expulsé. Et tu peux même te faire virer de ton jeu. Je connais un mec, j'ai discuté avec un gars sur un forum, il utilise Windows uniquement pour jouer à un seul jeu, parce qu'il a claqué des centaines d'euros là-dedans, parce qu'il achète toutes les petites options, les trucs que tu peux acheter avec le jeu, tous les DLC, tout ça, il les a. Il m'a dit, j'ai dépensé des sommes astronomiques. Ça fait des années qu'il joue à ce jeu. Et il a peur de se connecter avec Linux parce qu'il sait qu'il va être considéré comme un pirate et il a peur de perdre son compte, de plus pouvoir jamais se reconnecter pour ce jeu-là, quoi. Donc il a Windows uniquement pour ça. Mais autrement, en dehors de ces jeux qui te bloquent réellement, en fait, tu peux tout faire avec Linux. C'est juste, il y a juste des gens qui ont la volonté de te bloquer quand tu utilises Linux, c'est tout. Mais autrement, tu peux tout faire. Et si là, tu supprimais Windows, on imagine il y a un immense virus qui te plante tous les ordinateurs avec Windows, eh ben t'inquiète pas que ces quelques développeurs de jeux qui te bloquent quand tu es sur Linux, ils s'arrangeraient vite pour que ça fonctionne, ils arrêteraient leurs bots et tout ça,
et tu pourrais tout faire sur Linux. Vraiment, je vois plus l'utilité d'avoir Windows aujourd'hui. Voilà. Pour revenir au sujet principal qui était Heroic Game Launcher, vous savez qu'il existe aussi sous Windows Oui, bien sûr, bien sûr. Tout à fait. et que en plus sous Windows, il est plus léger et plus rapide que le client officiel Epic Games. Exactement, tout à fait, oui. Donc installez-le sur Windows et une fois que vous avez compris que ça marchait très bien sous Windows, vous pouvez passer à Linux, vous trouvez exactement la même chose. Exactement, c'est vrai. C'est vrai aussi. Mais en fait, encore une fois, moi je reste dans l'avis que je peux comprendre les échecs essuyés par Steam et son SteamOS, surtout que depuis qu'il était basé sur Debian à l'époque. Mais en même temps, moi tout ce que je vois, c'est qu'en fin de compte, beaucoup d'échecs de Steam, mais aussi, par la même occasion, beaucoup de réussites. Et donc sur le coup, je me dis que lui, en tout cas, est certainement peut-être sous inspiration pour pouvoir justement, en tout cas, faire une percée dans le gaming, en tout cas autour de Linux. Et je pense que les autres acteurs vont finalement s'engouffrer dans cette brèche tout simplement. Et en même temps, une dernière chose, et j'en suis sûr certain, c'est que vu l'évolution en tout cas des protocoles Wine, etc., qui vous permettent la compatibilité des jeux Windows sur Linux, une chose est sûre, c'est que on voit que de toute façon, à chaque release, à chaque mise à jour de Proton, etc., il y a chaque fois en tout cas des améliorations de performance. C'est inéluctable. Et donc, résultat des courses, on va arriver vraiment à réussir à créer, enfin, à réduire cet écart de performance qu'il y a entre les deux plateformes, à un tel point que je suis sûr et certain que Linux va finalement va nous dire finalement, bon les gars, c'est évident, on est plus performant, et à un moment donné, il va falloir faire un choix, quoi. Vous allez continuer à jouer avec votre machine à 3 roues, ou est-ce qu'en fin de compte, vous allez faire confiance justement au moteur qui tourne au diesel de chez Linux, quoi. Et à ce moment-là, je pense qu'en fin de compte, oui, aujourd'hui on a 3%, et c'est comme vous l'avez dit, hein, c'est exponentiel de voir qu'en fin de compte, ce pourcentage se grappille comme ça d'année en année. Moi, je pense que finalement, 2025, pour moi, je dis 5% facile. J'entendais il n'y a pas très longtemps un reportage sur la malbouffe. Et en fait, ils expliquaient que les publicités qu'on voyait à la télé, ils ciblaient principalement les jeunes de 15-25 ans pour les convaincre de manger leur malbouffe. Gras, sucré et salé. Et voilà. Et en fait, ils disaient, la cible, les annonceurs, ils ciblent spécifiquement les jeunes parce que les jeunes ont un facteur d'influence dans le foyer qui est non négligeable. Je pense que pour Linux et l'informatique en général, c'est à peu près la même chose. Une fois qu'on aura convaincu notre jeunesse, nos enfants à utiliser Windows, excusez-moi du lapsus. Oh merde. À utiliser. On va passer à la suite. À utiliser Linux, mais dès à l'école. À l'école, je ne comprends pas pourquoi l'éducation nationale ne fait pas ses cours sur un système open source qui ne collecte pas des données, qui soit gratuit pour les utilisateurs qui veulent l'installer à la maison. Parce que les acheteurs ne sont pas des informaticiens, les acheteurs ont affaire à des commerciaux qui s'appellent Microsoft et qui se laissent influencer par des commerciaux. Et ils ne sont pas du tout informaticiens pour dessous, et ils trouvent que l'informaticien qui maintenait le système coûtait trop cher et que Microsoft propose des solutions beaucoup moins chères. Donc, je pense que ça ne marchera pas. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on aura convaincu la jeunesse d'utiliser un autre système que ceux auxquels on veut les faire utiliser aujourd'hui, parce que, soi-disant, en entreprise, ils utilisaient la même chose, comme si ce qu'on apprenait à l'école servait à ce qu'on a travaillé, d'ailleurs. Oh merde, il y en a qui travaillent sur des Thomson, là, non? Non, je pense que si, à partir du moment où on arrive à convaincre les jeunes d'utiliser un autre système que ce qu'ils utilisent à présent, Linux aura gagné un pari et pourra un peu plus se répandre dans les foyers. Mais par contre, tant qu'il n'y a pas de changement d'habitude à ce niveau-là, il faut qu'on facilite certaines choses. Moi, mes enfants étaient sur Linux, ils utilisaient Linux. Du moment où Genshin Impact n'a pas fonctionné sous Linux, ils sont partis sur Windows. Exactement. Et j'ai eu beau faire la gueule, j'ai eu beau confisquer quoi que ce soit, ils sont partis sous Windows. Et là, putain, t'as confisqué quelque chose à tes gamins parce qu'ils allaient pas sur... C'est un truc de fou, ça. Il a fait pire que ça. Mais je vais me taire sur le sujet. Dans mes moments d'excès de colère, je débranche carrément le PC, je l'embarque avec moi. Mais non, t'as pas fait ça quand même, quoi. Plus d'une fois, tiens. Je vais me gêner. Oh nom de Dieu, quoi.
Moi, je Comment crois pas... ça, tu utilises pas Linux? Tu utilises pas Linux? Mais puisque c'est comme ça, tiens, je te coupe le cardo. Non, c'est une blague. Non. Tu sais, je frappe pas mes enfants, mais voilà, j'ai d'autres moyens de pression. Comment ça, Internet est tombé? Non, moi, ça marche bien. Alors, moi, c'est plus simple, il n'y a pas d'ordinateur pour les enfants. Ouais, c'est mais vrai, si c'est tu pas veux un mal, 15 ça. ans, c'est compliqué. Pareil, j'ai deux gosses là de 14 et de 15 ans. Pour discuter entre eux, ils ouvrent un canal Discord. Non, mais vous vous foutez de ma gueule, là? Votre chambre, elle est à 2 mètres l'une de l'autre, là. Ça ne m'étonne pas. Ouais, mais pour les GIFs, c'est plus compliqué pour les images, les mèmes et tout ça. Ouais, on peut pas faire de smiley aussi. Ouais. Ouais. Surtout quand ils sont en train de jouer à Genshin Impact. Bon, bref. Non, mais voilà. Si c'est pas simplifié plus que ça, on n'y arrivera pas. Je vais paraître pour un vieux con, mais c'est quoi Genshin Impact? Un jeu de personnes à la première. RPG, hein. Ouais, c'est ça. Si tu regardes ça, C'est quoi un mémo RRPG là? Déjà à la première Et pour- personne. Mais a priori, il y a beaucoup de gosses qui tombent là-dedans et qui s'enferment dans ce jeu-là. Tu vois plein d'articles. C'est-à-dire que dans le jeu, tu dis jeu à chaque fois. Ah, jeu. Oui, dans les jeux à la première personne, tu dis que jeu. Ah oui, bah oui, c'est ça. Exactement. Oh là là, j'ai cherché les chips, hein, là. Voilà, le Tux masqué qui s'essaie à l'humour. Bon. Concentre-toi sur les news et d'ailleurs, je crois qu'il y en a d'autres qui arrivent. Il a fallu attendre l'épisode 6. Oh punaise. Et à 48 minutes en plus. Non, un peu plus. Et en plus à 48 minutes. Oh là là. Ouais, un peu plus. Bon, donc pour revenir à des choses sérieuses, et on parlait d'enfants, vous savez que le contrôle parental va être installé par défaut sur tous les équipements électroniques, informatiques français, les appareils français qui permettent d'accéder à Internet à partir du 1er juillet 2024. Ah, 24. Oh, bah ça va, on a le temps. Oui, on a le temps. Ils ont le temps de se mettre en conformité. Bon, je sais pas, c'est pour tous les nouveaux équipements vendus. Donc, ça veut dire que, en termes de distribution Linux, à part Ubuntu qui intègre CT parental aujourd'hui par défaut, les autres, on pourra pas les vendre installé sur un PC en France. Il faudra que vous les installez comme ça parce qu'il n'y en a aucune qui intègre par défaut un contrôle parental. Attention, Genome contrôle parental n'est pas un contrôle parental, c'est un contrôle d'accès aux applications. Je précise parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oh j'ai installé Gnome contrôle parental, c'est génial, mais non en fait il fait pas de contrôle sur l'accès à Internet, il contrôle juste les applications que les enfants ont le droit de lancer ou d'installer. Voilà, donc c'est une transposition de la loi d'une directive européenne. C'est paru au journal officiel le 13 juillet. Donc on verra dans un an ce que ça donnera. Très bien. En Belgique, ça donne quoi? Bah justement, c'est une question que j'aimerais bien vous poser avant de pouvoir répondre à la tienne. Donc cela veut dire qu'en fin de compte, les appareils vont être dotés d'un contrôle parental. Cela veut dire qu'en fin de compte, j'ai 16 ans et j'ai une télévision ou j'ai un GSM, un smartphone, pardon. Cela veut dire qu'en fin de compte, je pourrais pas aller sur Pornhub parce qu'en fin de compte, j'ai 16 ans, c'est ça? Non, ça veut dire que par défaut, ton contrôle parental, quand tu vas allumer la première fois ton ordinateur, ton smartphone ou ta Smart TV, on va te poser la question, voulez-vous configurer le contrôle parental? Oui, non, oui. Bah là, tu vas pouvoir créer des profils parents, des profils enfants, etc. Non, bah tu pourras aller sur porn, je sais pas quoi. Comment il fait Mais semblant là? tu te rends compte le gars qui va cliquer sur oui, dans quoi il s'embarque? Alors d'abord, Non, créer alors- un compte sur machin.com. D'accord. Mais très c'est bien. ça, C'est quoi? Non, votre mot de passe n'est pas assez sécurisé. On vous envoie un SMS. Un quoi? Attends, je vois rien dans mes mails. Non, un SMS, on t'a dit, du con. Enfin, non, mais c'est ça. Ouais, non, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que quand on a un contrôle parental, en tout cas sur un PC, sur les smartphones, je n'ai jamais regardé, mais sur un PC, vous prenez celui par défaut installé sur votre PC Windows. Bah, en fait, derrière, tout Windows suit la navigation que vous faites sur votre ordinateur. Bien sûr, tout à fait. Donc vous leur envoyez une panoplie de données sur vous avec votre accord, hein, parce que vous avez activé de manière consciente le contrôle parental. Voilà, le contrôle de Microsoft en fait. Mais c'est pas les seuls, en fait, tous les services fonctionnent en cloud et donc en fait toutes les informations, les URL que vous allez cliquer ou que vos enfants vont cliquer sont remontées vers des sociétés qui sont la plupart du temps américaines
pour contrôler les enfants. Alors il y a d'autres solutions, hein. Aujourd'hui, il y a déjà une obligation, c'est que tous les fournisseurs d'accès à Internet doivent proposer un contrôle parental. C'est un filtrage par DNS en fait. Vous l'activez sur votre box, ça filtre les DNS qui renvoient vers des sites pour adultes, sans indistinction du profil, vous êtes le parent, vous êtes l'enfant, etc. Donc bon là on décorrèle ça de la connexion internet de chez soi directement sur les postes. Mais je suis sûr que la plupart des gens vont allumer leur smartphone, leur ordinateur, ils vont ignorer cette étape. Sauf peut-être quelques parents qui se sentent un peu concernés par l'éducation de leurs enfants. Mais c'est tellement ennuyeux de configurer ça. Mais moi, le premier, ça me gave au bout d'un moment. C'est très compliqué tout compte fait à installer ça. Steve, toi, t'as installé ça pour tes gosses? Non, mais ça va pas ou quoi là? C'est une blague. Pas du tout. Non, mais par contre, sur le coup, moi, la première chose à laquelle je pense, quand en fin de compte, je vois que finalement, bah, encore une fois, l'État pense au bien, pense à notre bien avec ce genre de choses. Moi, la première chose à laquelle je pense à l'oignon. Donc, c'est-à-dire qu'en fin de compte, je vois de plus en plus de gens qui finalement, d'une façon ou d'une autre, finalement, se diront, pour éviter de se faire surveiller, pour éviter justement d'avoir systématiquement, en tout cas, une ombre qui va nous dire c'est pour votre bien et bla et bla bla, que ça vienne des lobbies, que ça vienne de justement de l'État en soi. Moi, je pense simplement au dark web, pas pour le côté illégal des choses qu'on peut y trouver, mais simplement pour les choses qui, en fin de compte, nous donneraient la liberté de consulter ce qu'on veut, sans pour autant être tracé, quoi. Réguler. En fait, c'est pas pour réguler, pardon. C'est pour contrôler le flux. C'était très bien le Minitel parce qu'il fallait s'inscrire, il fallait être une société, il fallait être déclaré, les connexions étaient traçables. Voilà, du moment où il y a eu Internet, tout est parti hors contrôle et l'État veut reprendre la main sur les communications, tout simplement. C'est du grand nappe, vraiment. Le retour du bureau des postes et des télécommunications. Non, moi je voulais juste préciser, sous Linux, il y a un contrôle parental qui marche plutôt bien, ça s'appelle CT parental. Il n'y a aucune information qui est renvoyée en dehors de votre machine, et aucun log qui est renvoyé vers une société, complètement open source, qui utilise en fait plusieurs briques de services Linux pour faire du filtrage de DNS et tout ça. C'est assez simple à installer. Bon, si vous voulez, il y a sur Numetopia un petit guide pour vous aider à le configurer. Mais au moins, aucune information ne sortira de la navigation de vos enfants, etc., remonter vers des sociétés privées qui pourraient les exploiter pour autre chose. Je pense que c'est un petit peu l'esprit des utilisateurs de Linux. Et justement, c'est bien parce que j'allais poser la question. J'allais demander si on avait un contrôle parental qui existait et qu'on pouvait installer sur Linux. Parce que c'est sûr, j'étais sûr que si ça existait, ça serait un truc justement que tu installes sur ton ordinateur et qui est totalement autonome. Oui, il s'appelle comment t'as Cédric. dit que ça T'inquiète pas, je vais. Et Je tweeterai CT tout ça. parental, c'est un Français qui le fait. Donc le code source il est entièrement disponible sur GitHub et puis ça fait déjà plusieurs années qu'il le maintient, il est tout seul. Si vous l'utilisez, je vous invite à participer à son pot commun pour l'encourager dans ses efforts et à continuer de nous proposer une belle version de contrôle parental libre, éthique et gratuite. Et débrancher la prise. C'est le meilleur contrôle parental. Ça vous gonfle, débranchez la prise. Votre gosse vient pas quand vous l'appelez, coupez le courant, vous verrez. Il va venir dans 2 secondes. Ah, ça c'est vrai, ça marche par contre, oui. Ah punaise, viens ici. Pas de réponse. Pouf. Ah punaise, t'es là. Non, mais ouais. Bon, prenez un peu le contrôle. Enfin, c'est la charité qui se fout. Bon, bref. Autre chose à rajouter, non? Non. Non. Oh punaise, soyez pas aussi enjoué que ça, dites donc. Allez, On next. a fait le tour. Et voici notre sélection des sorties de la semaine. On va vous parler plein de choses, notamment de... GIMP. Vous connaissez tous, hein, c'est le logiciel qui permet de faire de la retouche d'image librement sous Linux et sous Windows et sous Mac éventuellement. Donc est sorti cette semaine version 2.99.16. Bon, en soi c'est pas très intéressant puisque c'est une version bêta que seuls les aficionados de GIMP vont tester, mais c'est surtout que derrière est annoncé pour
avant la fin de l'année, la future release candidate de GIMP 3 qui est attendue depuis très longtemps. Ouh. Des nouveaux faut écrans, savoir- des nouveaux raccourcis, des nouveaux outils. Oh, moi, personnellement, j'ai pas regardé la 2.99, mais en fait, surtout cette dernière version pour enfin lancer le cycle de release candidate de GIMP 3, c'était la fin du portage vers GTK 3. Donc ça y est, GIMP est entièrement, GIMP 2.99.16 est entièrement en GTK 3. Et donc, c'est pour ça que GIMP 3 va arriver en release candidate. Release candidate, c'est pas la version finale. La version finale, il va peut-être encore falloir attendre quelques années avant de l'avoir. On n'en sait rien. Mais en tout cas, ça se rapproche et c'est une bonne nouvelle. Bon, bah, très bien. Quelque chose à ajouter? Moi, On va peut-être j'espère passer au qu'ils mail. vont. Pardon, excuse-moi. Pardon. J'espère qu'ils vont. Moi, j'aimerais bien qu'ils le simplifient un tout petit peu. Toujours avec les mêmes options, mais là, le problème, c'est que quand tu veux faire quelque chose sur GIMP, tu as 2 ou 3 façons de le faire. Et pour trouver les menus, tout ça, c'est pas très ergonomique. J'aimerais bien qu'ils travaillent Oui. sur l'ergonomie. Alors, t'inquiète pas, ils vont sortir une nouvelle version simplifiée. Ça va s'appeler Paint. Ouais, ben voilà. Là, je l'attends, celle-là. Voilà. Alors, ils vont faire un GIMP Element. Vous savez, il y avait Photoshop Element pour ceux qui n'avaient pas utilisé Photoshop parce que c'était trop complexe. Non, mais Ah, attends, j'avais Là, pas ils vont suivi faire le ça. GIMP Element pour le simplifier pour les utilisateurs qui veulent pas avoir des fonctionnalités trop complexes. Ou ceux qui veulent pas lire le manuel. Ok. non, mais attends, non. Qui est traduit en français. Hein. GIMP, je me suis adressé à 2 personnes qui le connaissaient super bien pour faire juste pivoter une image. Les 2, ils m'ont sorti quelque chose de différent. Et tu avais 15 clics et il fallait aller dans 3 ou même 20 sous-menus pour trouver l'option. Non, c'est pas une histoire de... Il faut le connaître par cœur, il faut l'utiliser pendant 20 ans. Je suis d'accord avec toi. Et c'est comme le code de la route, il faut le connaître par cœur pour pouvoir le maîtriser. Ouais, mais attends, le code de la route, tu as un panneau qui veut dire une chose. Dans GIMP, quand tu cherches une tellement option, d'interprétations tu l'as différentes. à 4 ou 5 ou 10 endroits différents pour la même option. Moi, je croyais que le panneau pour signaler le verglas, c'était pour faire du slalom. C'est vrai? Ouais, voilà. Et t'arrivais pas à trouver les piquets? J'ai plus de chiffres, les gars, arrêtez. Chaque fois, j'essayais de faire du slalom sur la route, mais ça marchait pas. On me prenait, on m'arrêtait, on me faisait passer avec le test. Et le pire, c'est qu'il était positif. Le con! Mais le con! Là. Bon, Pardon. Ouais, sur ce, on va peut-être parler de mail cette fois-ci avec. Ça va, pas trop de chips, Steve? J'en ai plus, je suis à court, les gars, je suis à court. Il va falloir vraiment que vous me limitiez parce que sinon, sans ça, je sens que je vais sortir un nouveau paquet. Désolé. Allez, Supernova, c'est parti. Tu nous parles de Supernova? Oui, Supernova. Donc Supernova, c'est le super nom de code de Thunderbird 115 qui est sorti donc cette semaine, une semaine après la version Firefox 115 ESR avec support à long terme. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière Firefox Thunderbird 115? Eh ben, un tout nouveau design. Tout a changé. Wow. L'interface principale a été complètement revue. Ça, c'est pour la partie visible, mais c'est aussi derrière, ce qui est beaucoup moins visible, c'est que le code a été aussi complètement remanié, expurgé de toute ligne de code inutile qui traînait depuis des années et des années. Tout ça pour le propulser vers le 21e siècle. Ça fait déjà 20 ans qu'il y est. Mais enfin, ils ont pris le pas et surtout et donc ils ont fait une version visuellement qui change. Le code change derrière. J'ai fait des essais et j'avoue qu'il y a plusieurs trucs qui me chagrinent énormément. Par exemple, je fais une recherche d'un message, je tombe sur un résultat, je trouve mes messages et je veux afficher mon message, mais ça marche pas. C'est un peu con ça. Voilà. Bon, alors, ne vous précipitez pas. Ne mettez pas à jour tout de suite. Attendez la notification de mise à jour quand elle sera proposée, parce que la version, certes, release finale actuelle, a un manque de stabilité sur plusieurs points. Pareil, un certain nombre d'extensions, si vous en utilisez, ne sont peut-être pas encore compatibles. Il faut laisser le temps aux développeurs de mettre à jour leurs extensions. Donc, très intéressant. Je trouve que l'interface est assez belle, assez sexy et tout ça, mais il y a encore des petits correction de bugs à faire avant de partir dessus. Très bien. Vous avez testé? Pas du tout, parce qu'elle n'est pas proposée sur Fedora, donc non.
Ouais, mais sur Linux, à part si vous l'installez en format Flatpak ou installez le TarGZ pour l'extraire, il va vous falloir attendre quelques mois avant de l'avoir. Et si tu l'as testé sur Windows? Oui, bien sûr, tout à fait. Ouais, franchement, waouh, c'est très intéressant. Mais vraiment, waouh. Merci Steve. Super. Bon, la suite. Et là, t'as la question, à quelle adresse on la trouve, cette version? C'est ça. Thunderbird.net. Ah oui, .net/bêta. Ah oui, là je vais aller voir, tiens. Hop là, je suis parti. Très bien. J'aurais pu lancer la musique de Vanessa de Doc Gynéco, mais je vous laisserai ce plaisir de découvrir cette jolie musique pour nous parler de Linux Mint 21.2. Et qui d'ailleurs ne s'appelle pas Vanessa, mais Victoria. Ah oui, mince. Oh bordel. Et donc, oui, alors c'est sorti le 16 juillet, donc il y a 2 jours, la version finale de Linux Mint. Depuis aujourd'hui, le 18 juillet, la mise à niveau est possible. Alors, Linux Mint 21.2, bon, il n'y a pas grand-chose de révolutionnaire. Par contre, si vous êtes sur Cinnamon, vous allez découvrir un thème Mint X et Mint Y un peu rénové. Ils avaient déjà fait une tentative de changement avec la Linux Mint 21. Il y avait des choses qui avaient plu, des choses qui n'ont pas plu. Bon, là, ils ont encore un peu retravaillé le thème et donc ça change. Mais au-delà de ça, au-delà des changements visuels, ils ont aussi intégré un nouveau gestionnaire de thème qui est complètement différent de ce qu'on avait avant, où en fait on va d'abord choisir une famille de thèmes, puis après sur un thème lui choisir son coloris, si c'est un mode clair, un mode sombre, un mode hybride, etc. Donc voilà la principale nouveauté de Linux Mint 21.2. Pour ceux qui sont sur Cinnamon, ceux qui sont avec les éditions Mate, il n'y a pas trop de changement en termes d'environnement de bureau, puisqu'on reste sur la version Mate, c'était là, j'ai un trou de mémoire, vous pouvez peut-être m'aider. Non, parce que j'ai pas la version. Non, c'est 1.26, je crois, 27, 26. 1.26, oui, j'ai bien ça. Et par contre, sur ceux qui sont sur l'édition XFCE, on passe à XFCE 4.18, donc avec plusieurs améliorations, surtout au niveau du Tunar, le gestionnaire de fichiers. Dans les autres nouveautés côté Cinnamon, on retrouve un nouveau de nouveaux paramètres pour gérer les interfaces gestuelles, donc les touchpads, les claviers tactiles, etc. Avec dedans, on peut dire si on met un doigt, 2 doigts, 3 doigts, qu'est-ce que ça fait. Ah, des doigts. Et voilà, je savais que Steve savait. Il y a l'option fist aussi, c'est ça? Pardon. Non, le point, il rentre pas. Maintenant que tu me parles de doigts, tout de suite, je suis aware, hein, ça évidemment. Voilà. Quoi. Et deux petites nouveautés pour les applications Linux Mint, donc Pix, qui est le gestionnaire d'images, change de socle. Il passe à GSEMB 3.28 3 pardon. Il était basé sur 3.28, maintenant il passe à 3.12. Ça fait un petit changement au niveau de l'interface. Et puis ça prend en charge plus de formats d'images, dont les fameux AVIF et les JXL, qui sont d'ailleurs les 2 formats aussi pris nativement en charge dans le bureau de Linux Mint. Voilà. Bon. Vous avez regardé, je sais que l'ami Linux est sous Linux Mint. Est-ce qu'il est déjà passé depuis aujourd'hui à la nouvelle version ou il va attendre? Non, je suis pas passé. Je crois que je vais attendre et je vais même attendre très longtemps, je pense. Parce que Linux Mint, malheureusement, depuis pas mal de versions, il travaille que l'esthétique et c'est des choses qui ne m'intéressent pas vraiment. Depuis déjà toutes les versions 21, depuis qu'on est passé à... je vois tous les... C'est que de l'esthétique, voilà. Même la musique de démarrage...
La musique Non, de je- démarrage qu'ils nous ont supprimée là, alors que c'était apparemment une création originale. Hein. Je sais pas qui est-ce qui leur a créé ou si c'est eux-mêmes qui l'ont fait, mais ils nous ont changé ça par une musique de bruit de texto de smartphone. Tu sais, maintenant quand ça démarre, ça fait bip bip ou un truc comme ça. Je sais même plus c'est quoi. Moi, je l'ai changé. Hein. Ouais, non, je trouve qu'il ferait mieux de travailler plus sur les fonctionnalités plutôt que l'esthétique. Là, Alors, je me permets, tu es sensible sur l'esthétique, sur les sons, etc. Mais non, ils ne travaillent pas que là-dessus. Ils ont intégré Wayland, ils intègrent évidemment les oui, patchs correctifs, etc. Donc, non, tu peux Alors, pas non, dire qu'ils non, travaillent que sur l'esthétique. Wayland non, n'est pas encore intégré. Hein. Il n'y a aucune session Wayland possible par défaut sous Linux Mint. Actuellement, Cinnamon se prépare à Wayland, mais tout doucement. Ça fait des années. ils ont préparé le terrain. Ça fait longtemps qu'ils ont préparé le terrain. Voilà, c'est ce genre de choses que j'aimerais. Le terrain, mais ils font des petites briques et tout ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de Cinnamon ne supporte pas Wayland, les sessions Wayland. Ça se prépare, c'est très lent. Mais ça, c'est des choses qui sont pas très visibles d'un point de vue utilisateur. Les utilisateurs, je pense, ils aiment bien aussi voir des choses un peu visibles. Donc, qu'est-ce qui est visible? C'est le thème. Mais après, sur le background, ils sont aussi sur une base Ubuntu 22.04. Elle reste la même. Donc, à part changer Nemo, Warpinator. Non, mais il y Notix, y a des logiciels, effectivement. Des fois, ils rajoutent des logiciels, des choses comme ça. Ça, ça peut être sympa, même si je les utilise pas. Je suis content. Quand ils ont sorti Warpinator, je me suis dit, ah, c'est chouette. Il y a plein de gens avec qui ça va se servir. Mais là, c'est que des histoires de son ou de couleurs. Et c'est pas vraiment des choses qui peuvent être utiles. Il y a des choses qui pourraient améliorer, ajouter des fonctionnalités dans les menus contextuels, peut-être. Je sais pas. Là, c'est vrai que la dernière innovation qu'ils avaient faite, ils avaient ajouté dans le menu contextuel le fait de pouvoir vérifier les images ISO. Quand tu fais un clic droit sur donc une image ISO que tu as téléchargée, tu peux vérifier sa clé de vérification. Ça, c'était une vraie avancée. Ça, c'était des choses, et ça se voit aussi visuellement, mais par contre, ça sert à quelque chose. Là, maintenant, ils s'attaquent que à des histoires de couleurs, ils Mais attends, mais c'est ils pas lié à reviennent en Mint. ailleurs. Comment? Tunar, c'est pas Mint. Tunar, c'est indépendant de Mint ou c'est quel navigateur qui est utilisé dans Mint? C'est pas lié à Mint. Mint n'intègre que. Évidemment, si tes logiciels n'évoluent pas, ils peuvent pas intégrer les évolutions. C'est pas eux qui font évoluer Jim, qui font évoluer Non, mais Pix, faire évoluer Cinnamon, faire évoluer l'interface graphique, leur système d'exploitation. C'est pas là, ils jouent juste sur les couleurs. Je veux dire, tu vois, alors je te parle pas forcément d'intégrer des nouvelles choses. Voilà, la Non, version. mais là, on parle de la partie visible, parce qu'après, comme Cédric le signalait, il y a l'intégration Wayland qui n'est pas encore finalisée, qui comme ça, mais qui progresse de version en version. Il y a de plus en plus de briques qui permettront peut-être un jour de faire tourner Cinnamon avec une session Wayland. De toute façon, on Mais va y ça, venir. c'est On y moins- viendra c'est- tous à Wayland. Hein. C'est toutes les distributions Linux y passeront. C'est l'avenir. Oui, c'est l'avenir, mais aujourd'hui, à part Mais KDE et GNOME qui sont je- 100% Wayland, je- Met, ça commence, XXCE, ça commence, Cinnamon, je trouve qu'ils sont un peu plus à la bourre par rapport aux je- autres environnements. on va pas demander à Linux Mint de prendre les devants et de dépasser sa distribution mère qui est Ubuntu. Mais c'est pas ça. C'est juste, je trouve que là, ils jouent que sur l'esthétique et ça fait plusieurs versions que c'est que ça. Alors qu'avant, il y avait vraiment des modifications, des choses supplémentaires. Voilà, ils te rajoutaient des fonctions. C'est Si, il y a des choses aussi, je n'ai pas parlé, ils ont rajouté pas mal de choses pour le clavier virtuel. Oui, ben voilà, Et, ça c'est une chose intéressante. Voilà. Mais n'empêche pas que sûr ça qu'il y fait ait quand même grand plusieurs monde qui- versions où il y a que des histoires d'esthétique. Non, mais là, c'est dans cette version-là, le clavier virtuel. Mais je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui utilise un clavier virtuel sous Linux Non, Mint. non, d'accord, mais c'est pas grave. Il y a certainement quelques personnes à qui ça va servir. Et ça, c'est bien. Et ça me fait plaisir. Ça, je trouve que c'est Aussi, une dans avancée. autre petite nouveauté, maintenant, quand tu rentres ton mot de passe sur l'écran d'ouverture de session, tu peux afficher le mot de passe. Avant, tu pouvais pas. Avant, tu n'avais que des points. Maintenant, tu peux choisir de l'afficher si tu n'es pas sûr de ce que tu vas taper. Ça, c'est bien. Oui, ça, c'est bien. Effectivement, je le vois là. Je l'ai sous les yeux à l'instant. Mais non, bah, ça, c'est une bonne chose. C'est bien, mais je préférais qu'ils Après, travaillent plus sur des choses comme ça. autre changement, c'est qu'aujourd'hui, le gestionnaire de Logitech, de logiciel, pardon, j'ai fait Oui, la Logitech, ouais. la Logitech, donc le gestionnaire de logiciel, présente dans les articles vedettes
aussi des paquets Flatpak, alors qu'avant, tu avais uniquement des paquets Deb qui étaient présents. Ah, ça, c'est une bonne évolution, ça. Voilà, donc il y a aussi des petits changements minimes qui apparaissent. Ah, autre chose super important que j'ai malheureusement, parce que tout le monde l'utilise, mais j'y ai pas pensé quand j'annonçais les nouveautés. Xreader, donc la visionneuse de documents, est capable de lire les documents Adobe Illustrator. Ça, c'est bien. De Ça- lire, hein, pas de les modifier. Hein. Oui. Et le fait d'avoir intégré aussi les nouveaux formats images, tout ce qui vient du AV1, tout ça, c'est des avancées. Ça, je trouve que c'est bien. Mais après, toutes leurs histoires d'esthétique, et je trouve que là, ça tourne beaucoup autour de l'esthétique, toutes les dernières versions. Voilà, c'est tout. C'est mon avis. J'espère qu'ils vont revenir. Peut-être qu'ils manquent d'idées. Hein, peut-être qu'ils se disent bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Voilà. Mais je trouve que ça tourne beaucoup trop autour de l'esthétique, toutes ces dernières versions qui ont eu lieu. Voilà. Et Steve, Windows 2 21.2, c'est comment? Alors, je suis réveillé, ça y est, je suis là. Je déconne. Non, en fait, en vérité, je vous avoue, franchement, j'y apporte absolument aucun intérêt à Mint, parce qu'en fin de compte, je n'aime déjà pas à la base Ubuntu. J'aime pas du tout les trucs qui sont sur base tout ce qui est sur base justement de Ubuntu, donc Mint, Pop! OS, etc., etc. J'aime pas. T'as essayé LMDE? Parce que là, t'es plus Ubuntu, c'est Debian à la base. Non. Non, je crois pas. LMDE 5 actuellement, la 6, on espère l'avoir arrivé avant la fin de l'été. Par contre, là, pour faire du jeu, du gaming, c'est mort. Hein. Il va falloir que tu installes tellement de paquets, tellement de choses. Non, le si, client si, Steam, non. le client Steam avec Win, il fonctionne très bien, et Heroic Game Launcher, Mais en même avec temps, à côté de ça, le GE qui va bien, ça fonctionne Ouais, mais très si bien tu aussi. installes des jeux qui viennent de chez GOG sans DRM, tu les télécharges, tu les installes, je te garantis que sur Linux Mint ça fonctionne, alors que sur Linux Mint Debian Edition, tu as des choses à revoir. Alors, enfin, c'est peut-être que sur le LMDE 6 qui va sortir, ça sera différent, mais pour le moment, voilà, bon, on verra bien. Hein. Après, c'est une base Debian, hein, mais de toute façon, je crois que Steve, ce qu'il aime pas trop, c'est justement tout ce qui est à base de Debian. Non? En fait, ce que je veux dire par là, c'est que je trouve que c'est des distributions extraordinaires. Dans le sens où finalement, c'est vrai que ce sont certainement celles qui m'ont permis de pouvoir justement passer, de franchir le cap et de passer à Linux. Et c'est vrai que franchement, j'ai trouvé tout de suite mon confort, façon de parler, pour pouvoir apprivoiser la bête, essentiellement Pop! OS par exemple, ou effectivement Mint plus récemment, puisque je faisais énormément de démonstrations de tutoriels et je l'ai basé sur Mint. Mais il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné ou à un autre, malheureusement, ton apprentissage, en tout cas pour ma part, hein, mon apprentissage, je vais pas dire que je connais tout, que du contraire, mais j'ai l'impression qu'en fin de compte, elle est trop orientée, quelle que soit la distribution par rapport à tout cela, orientée interface graphique, qui fait qu'en fin de compte, tu es trop encore dans le mood Windows. Et résultat des courses, en fin de compte, t'as plus cette cassure, tu n'as pas cette cassure qui en fin de compte te dit, ah ouais, c'est presque comme si tu étais sur Windows. Alors que moi, ce que je veux, quand en fin de compte, je veux passer le cap et que je veux passer à autre chose, ben, je veux passer à autre chose vraiment. Je veux plus avoir de similarité. Alors oui, vous allez me dire, finalement, que tu ailles sur Arc ou tu trouveras exactement quelque chose qui en fin de compte te rappellera effectivement Windows, mais j'ai l'impression qu'en fin de compte, d'une certaine manière, quand en fin de compte tu t'enfonces un peu plus loin dans les distributions un peu plus exotiques entre guillemets, tu vas justement dans les choses qui sont plus à te dire tu t'éloignes. En fait, ce qu'il y a, c'est que tu t'éloignes de Windows, point. Je sais pas expliquer le sentiment que j'ai par rapport à ça, mais voilà quoi. Ouais, je vois tout à fait. Moi aussi, quand j'ai découvert, t'as l'impression en fait que t'as mangé le même fruit toute ta vie, et puis d'un coup, tu t'aperçois que ben non, il n'y a pas que des pommes, il y a aussi il y a tout le reste. Bref, non mais ouais. Oui, c'est ça, c'est ça. Et C'est plus ou moins ça que je voulais expliquer. Du coup, tu dis waouh, mais du cassis c'est super bon, des framboises c'est super bon. Waouh, mais c'est quoi ça? Ça s'appelle des fraises. Ah, c'est excellent. Voilà. Et t'as envie de... J'adore. Comment? Aïe, c'est qui a fait? J'adore. Je sais pas qui parle, mais il faut qu'il arrête. Je sais pas. Bah tais-toi, ta gueule. Elle se disait qu'elle adorait. Ah, elle avait la bouche trop près du micro en attendant. C'est ça, voilà. Mais bon, soit tout ça pour dire que je rejoins effectivement, c'est bel et bien l'ami Linux qui explique bien ça aussi. Voilà, je veux m'éloigner davantage et aller plus loin. Et effectivement, ça fait de moi quelqu'un qui, en fin de compte, devient un espèce de queutard. Je peux pas rester non plus sur une distribution. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'en ai pas adopté une seule. Je suis toujours en train de changer chaque semaine parce que finalement, j'arrive pas à trouver mon point d'attache. Voilà.
Bon, C'est une belle conclusion. allez, on passe à autre chose. Allez, next. On va vous parler de sécurité, oui, comme chaque semaine. Attention, mettez à jour vos noyaux Linux, et oui, parce qu'il y a plein de trous de sécurité. Mais il y a également de multiples vulnérabilités dans les produits Microsoft. Oh là 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 là, bah oui, pourquoi parler que de Linux dans un podcast qui traite de Linux? Bah parce que ça peut vous arriver également à utiliser des solutions Microsoft 365. On en parlait au début du podcast. Donc il y a plein d'applications Microsoft qui sont vulnérables, contournement de fonctionnalités de sécurité, atteinte à la confidentialité des données, exécution de codes arbitraires, usurpation d'identité, élévation de privilèges, bref. Je vais vous dire Visual Studio Code, ah tiens, ça me dit quelque chose. Paint 3D, Mono, Microsoft 365 Apps, Microsoft Dynamics, enfin bon, bref, plein de produits Microsoft. Allez, on continue. Microsoft Azure, oh non, encore du Microsoft, et cette fois-ci, c'est les services Azure Service Fabric. Pareil, c'est atteinte à la confidentialité des données. J'adore ça. Multiples vulnérabilités dans les produits Microsoft Windows. Si, je vous promets, Windows 10, Windows Server 2008, 2016, 2012, tout ce qui est installé, tout ce qui fonctionne actuellement. Et qu'est-ce qu'on peut avoir? Déni de service, exécution de codes arbitraires, usurpation d'identité, élévation de privilèges, atteinte à la confidentialité des données et contournement de la fonctionnalité de sécurité. Bref. Un vrai panier percé. Et ça, c'est des vulnérabilités qui ont été publiées le 13 juillet. Évidemment, si ces vulnérabilités ont été publiées, c'est qu'il y a des correctifs également qui le sont. Donc, mettez à jour vos systèmes. On continue? Microsoft Office, encore Microsoft Excel, Office 2016, 2019, toutes les versions Microsoft LTSC. Si vous savez, c'est les suites Office qui continuent à se déployer sur les postes, généralement en entreprise, les produits Outlook, SharePoint, Word, bref, tous les produits qui sont utilisés dans les sociétés. Allez, les mêmes risques, je vais pas vous les redire, vous les aurez compris, atteinte à la confidentialité, exécution, machin. Bref. Vulnérabilité, là, par contre, dans un produit qui est un peu plus commun à Linux et à Windows, c'est Ghost Script. C'est un programme qui rend bien service, qui vous permet généralement de bidouiller des PDF, de les modifier ou de les générer. Ghost Script. Et lui, on pourrait lui faire exécuter du code arbitraire à distance, donc prise de contrôle à distance du produit. Correctif appliqué depuis le 7 juin 2023. Warrior Shark. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Warrior Shark? Vous en avez déjà entendu parler? Non? Pas du tout? Oui, c'est le truc pour analyser le réseau. Ouais, bon, toi, t'es un spécialiste, a priori. En effet, c'est un programme qui analyse les trames réseau. Donc, en fait, vous allez au cœur des trames, des paquets qui circulent sur le réseau et vous pouvez voir l'enveloppe de la trame qui circule, le contenu, etc. Et donc, pareil, bulletin de sécurité sur Wireshark qui est apparu le 13 juillet. Et là, on a un déni de service à distance. Donc, saturation du serveur. C'est pour les versions à partir de la version 4.0. Et donc, il y a une mise à jour à faire. Et enfin, le dernier bulletin de sécurité, là je me suis fait plaisir pour vous le sortir, vulnérabilité dans les produits Apple. Oui, tout le monde y passe. Oui. Tout le monde y passe. Il y a un verre dans la pomme, tu vois. Carrément, il a un gros verre. Les produits concernés, c'est iOS depuis la version 16.5.1, iPadOS depuis la même numéro de version et macOS Ventura à partir de la version 13.4.1. Donc ça a été découvert, elle permet à un attaquant de provoquer une exécution de code arbitraire à distance. Donc pas besoin de prendre le contrôle de votre machine, pas besoin d'être sur votre machine pour pouvoir en prendre le contrôle. Toujours la même solution. Une petite mise à jour, Apple a publié ses bulletins le 12 juillet 2023. Voilà pour les bulletins météo sécurité et on passe tout de suite au papotage final. Le papotage final. Bon, de qui on dit du mal? Windows? Outlook? Zorin? Je sais pas, on va peut-être commencer à parler d'Asus. Vous vous souvenez d'Asus qui avait fait une console de jeu concurrente à la Steam Deck? Steam Deck était basée sur Linux et Asus, pour prendre le contre-pied, a sorti une console portable sous
Windows, les premiers couacs apparaissent. Asus admet la surchauffe de ses cartes SD. Et vous savez quoi? Il prévoit un correctif, mais attention, béton le correctif. Je ne sais pas si c'est Stagiaire qui l'a trouvé, mais c'est une pépite en or. Ils ont décidé d'augmenter la vitesse du ventilateur et de le déclencher un petit peu plus tôt que prévu. Voilà, Je pensais qu'ils allaient faire des cartes SSD en glace. non, mais voilà, c'est pour contrer. Ah oui, on va peut-être déclencher le ventilateur un peu plus tôt. Donc, l'Asus, c'est quoi la console? Elle s'appelle la ROG Ali, pardon. Elle fera un peu plus de bruit que la normale. Voilà. Sniff, c'est dommage. Bon, ouais, c'est pas le premier problème qu'ils ont. J'ai suivi un peu le truc. Ils n'ont pas arrêté d'avoir des soucis. Notamment, Windows a dû. Ils ont travaillé pour les aider à pouvoir régler certains problèmes parce qu'apparemment, ils tenaient aussi à ce que ça puisse fonctionner. Mais bon, c'est une catastrophe cette console. Tous ceux qui l'achètent, ils ont pas fait une bonne affaire. Ah oui, c'est pire que la Steam Deck a priori? Ah la Steam Deck, ça fonctionne. Ce truc-là, ça tourne sur Windows, quoi. Je veux dire, voilà, t'as tous les problèmes de Windows avec les écrans bleus, tous les problèmes de Windows, tu les as sur cette console. C'est une catastrophe. C'est parce qu'il y a Windows installé dessus que tu dis ça? Oui, c'est tous les problèmes de Windows, tu les as. Parce qu'il y a Windows installé dessus, effectivement. Non, cette console, c'est une catastrophe. On va plutôt parler de vous. Quand je parle de vous, c'est de Steve, du Tux Masqué et de notre community manager qui tient d'une maître main le salon Matrix, librement Linux. En fin de compte, on va commencer par Steve. Qu'est-ce que tu nous promets la semaine prochaine comme vidéo? Oula, écoute, en fait, là ici, je suis en train de préparer en fait mon petit projet puisque j'ai finalement craqué pour une carte graphique, la A770 comme vous appelez ça, donc c'est-à-dire celle de chez Intel. Franchement, il faut arrêter d'avoir effectivement des préjugés parce que ça fait maintenant une semaine qu'elle est à la maison. Et c'est de la merde. Et non seulement elle est esthétiquement magnifique, mais en plus de ça, elle cartonne, mais quelque chose de phénoménal. Dans son carton. Non, vraiment, d'accord. je trouve qu'elle fait super bien. Je trouve qu'elle fait super bien presse-papier en tout cas en attendant. Ah d'accord. Non, sans déconner, en fait, je trouve que franchement, elle dépote pas mal en comparaison à ce que j'avais, donc une 6500, 6750, je sais plus trop bien, enfin soit. En tout cas, chez AMD, ça c'est sûr et certain. En fait, je trouve que finalement, au niveau perf, oui, d'accord, on est bien d'accord qu'il y a quand même une toute petite... elle est peut-être un peu en deçà, mais vraiment pas grand-chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, ce qui est bien chez Intel, c'est que pour l'instant, ils sont avec un suivi assez poussif et insistant sur les mises à jour des pilotes, ce qui fait que chaque mise à jour, c'est du bonheur. Bon, par contre... Et tu peux enfin jouer en HD. Pardon ? Et tu peux enfin jouer en HD. Et je peux enfin jouer en 1440, 1440p, ce qui est vraiment exceptionnel, j'avoue. Non, ce que je veux dire par là, c'est que je peux pas encore jouer, je me suis pas encore essayé à la mettre sur Linux, bien sûr, mais manifestement, là, il y aura certainement du chemin à faire, mais sinon, voilà. C'est ça que je suis en train de préparer pour l'instant, au-delà du fait que je suis en train d'admirer comme je suis en train de vous parler en ce moment, mais voilà, quoi. Alors, j'ai juste envie de te dire, non, elle fonctionne sur Linux. Je connais des gens qui l'ont sur Linux, mais je te l'avais déjà dit par contre avant que tu l'achètes, elle sera compatible juste sur des processeurs avec des processeurs Intel. Ouais. Voilà. Bon. Après, alors elle restera sur Windows. Voilà. En attendant. Non, mais elle fonctionne très bien sur Linux. Je connais quelqu'un qui l'a sur Linux et elle fonctionne très bien. Les pilotes, là, ça veut dire que Steve, il est sur un processeur AMD. Je suis sur un Proco AMD, tout à fait. Et en fin de compte, j'ai simplement activé ce qu'on appelle le Resize Bar dans le BIOS, qui en fin de compte permet effectivement de pouvoir jongler, en tout cas se jumeler avec le processeur tel qu'il soit. Donc moi, sur Windows, c'est parfait. Je vous avoue, franchement, c'est parfait. Vraiment, c'est bizarre parce que sur le site User Benchmark, ils mettent en égalité la AMD et la Intel, la ARC A770 et la RX 6750, et concrètement, ils ont à peu près le même coefficient de performance. Ils disent simplement que la RX, donc la AMD, est 16% plus rapide. Voilà, bon. Mais autrement, ça se joue au coude à coude. Ouais, c'est ça, j'avoue. AMD, ça se bonifie avec le temps, donc... Oui, aussi. Bon, j'avais envie de façon faire confiance à l'outsider, donc sur le coup j'ai une opportunité, un prix excellent, donc finalement j'ai pas hésité beaucoup parce que de toute façon je devais renouveler, continuer le renouvellement de mon matériel, donc c'est parfait, voilà. Très content en tout cas. Voilà. Très bien. Les prochains articles. Ah pardon. Pardon ? T'as payé combien ? Un peu moins de 300.
D'accord. Pour une version 16 Go. Donc, 300 francs belges. Oui, c'est ça, 300 francs belges, ouais, c'est-à-dire que c'est 7 fois moins cher que le franc français. D'accord. Ok. Et sur newmetopia.fr, des articles qui vont paraître bientôt. Ah, on a perdu Ou le pas. flux. Ou pas. Non. Bon, il n'y aura pas Non, d'article. si, il y aura des articles, peut-être, certainement. Aujourd'hui même, Surprise. j'ai publié un guide pour me mettre à jour vers Linux Mint 21.2. On n'en a pas parlé dans le podcast, mais vous connaissez certainement cette distribution. Non, là, je m'intéresse, je commence à regarder un peu du côté de LibreOffice, puisque la version de l'été va bientôt sortir. Je crois qu'elle est passée en release candidate. Donc, regarder un petit peu les nouveautés que nous prépare LibreOffice pour sa prochaine version. Je surveille toujours l'actualité côté Linux Mint, mais cette fois la LMDE, puisque maintenant que la Linux Mint basée sur Ubuntu est sortie, la LMDE 6 devrait sortir aussi. Et puis je prévois de réactualiser quelques vieux articles que j'avais fait, de les remettre au bout du jour avec les nouveaux environnements, les nouveaux Linux, etc. D'accord, très Voilà bien. pour l'actualité. Très bien. Et au niveau salon, Librement Linux podcast, l'ami Linux des prochains, des prochaines stats, non, c'est comment, des prochains votes, tu vas nous proposer oui, il va falloir voter pour la meilleure distribution, voter... Dans Matrix. Ouais, dans Matrix. Peut-être que je vais faire des votes, ouais, je sais pas. En tout cas, je remercie les gens qui m'ont inspiré pour la petite intro. J'espère que qu'ils ont bien compris que c'était de l'humour. Voilà. Ouais, voilà. Bon, en tout cas, j'espère qu'ils vont apprécier le petit billet d'humeur du départ. Voilà. Mais je me suis inspiré effectivement de tout ce qu'ils m'ont dit et voilà. Et effectivement, Linux, tout le monde est différent, donc tout le monde apprécie Linux à sa façon. Voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais essayer de dire. J'ai cru comprendre qu'il y avait des milliers de personnes maintenant dans notre salon Matrix. J'arrive plus à les compter. On est à peu près 2, 4, 6, 9. Wouh Le dernier arrivé, c'est Zoz, d'ailleurs, qui s'étonnait d'avoir autant de monde. Et oui, on est nombreux sur ce salon. Non, venez discuter là. Par exemple, la dernière discussion, ça a été sur l'installation de distribution alternative à Android sur téléphone. J'ai coupé court à la conversation en disant malheureusement que avec les bootloaders c'était un peu compliqué. Je suis désolé, j'ai un peu tué le sujet là comme ça. Mais bon, non, après on discute de choses intéressantes, plus ou moins intéressantes, mais bon, c'est comme des salons de discussion d'ailleurs, hein. Des fois c'est super intéressant, des fois moins. Voilà, j'ai déniché aussi plein de t-shirts pour vous. Si vous êtes né dans les années 80, vous pourrez bientôt commander des t-shirts. Non, je plaisante. Ça a fait personne. Je les ai vus. Ouais, il y a un t-shirt Windows, j'ai cru voir. Non, pas Windows, Bimbose. Windows. Ouais, j'ai vu Linux nettoie les fenêtres. En quelques secondes. Voilà, bon, on fait un petit peu de troll, évidemment, pas trop, parce qu'au bout d'un moment, ça prend la tête, mais bon, c'est comme ça, hein. Des fois, on est bien luné, des fois, beaucoup moins bien, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis, on a des fans de Bill Gates aussi sur le... Oui, il faut. Ça se demandait comment ça se fait, ça. Non, je sais pas, je connais pas ces C'est gens-là. qui ça, Bill Gates? Pareil, je sais pas. Bon, en tout cas, je remercie... C'est un philanthrope. Merci à Enrique de Wave Beats Music pour la musique, les jingles, etc. Je le redis jamais assez. Cet épisode, je vous le rappelle, est diffusé sous les conditions de Creative Commons Attribute 4.0. La team Librement Linux vous souhaite une agréable semaine. Steve, l'ami Linux et le Tuce Masqué. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. On fait comme ça? Bonsoir. Allez, salut. Bye bye. Bye. Il est trop court au début, il est trop long à la fin.